Sacha, je te laisse la parole. Merci Irène. Donc bonjour à tous. Comme Irène l'a dit, 45 minutes, une petite pause de 2-3 minutes, et puis 45 minutes, et puis il y aura le temps pour les questions. On pourra parcourir aussi à la fin les questions qui ont été posées dans la conversation texte dans le chat. Mais donc, bienvenue. Et alors, donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, donc, est le projet Wallon de sélection d'abeilles résistantes à varroa. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est une association en Belgique qui est subsidiée par la région wallonne depuis déjà 2018. Et dans ce cadre, on a développé sur base d'un projet qui a été rendu donc fin 2017. On a développé le projet qui était mené sur base bénévole, notamment par Renaud Lavandome. Peut-être que certains d'entre vous connaissent ce nom. Et depuis le projet, en fait, depuis 2018, n'a pas arrêté de grandir. On était d'abord en abeille buckfast et puis on a commencé en abeille noire, en abeille carnica. On a eu la chance en 2021 de pouvoir engager un deuxième coordinateur de projet, mon collègue Julien. Et ici, il y a quelques mois, on a pu engager encore une autre personne qui va vraiment travailler sur la partie plutôt, on va dire, scientifique, recherche et développement, donc avec comme objectif de faciliter les étapes du projet de sélection, d'accélérer et de développer un test rapide de sélection à varroa, de résistance à varroa. Donc, pour l'historique, j'ai parlé de la structure belge, la petite étoile rouge en bas. Je vais peut-être juste mettre mon pointeur laser. Voilà. Donc la structure en Belgique, en région wallonne particulièrement, puisqu'en région flamande, dans le nord du pays, on n'a pas de subside. Et alors, là où le projet a démarré, en fait, c'est aux Pays-Bas, c'est pas loin de Nijmegen, de Nijmegen. Et là-bas, en fait, on a une fondation qui a été créée en 2014. Et maintenant, ils ont leur bureau dans un ancien centre d'insémination bovin. Donc, c'est un endroit parfait pour apprendre aux apiculteurs à inséminer des reines et pour mettre en place un programme d'élevage. Donc, deux structures, une fondation aux Pays-Bas, une association en Belgique pour mener finalement et coordonner les projets sur l'ensemble de l'Europe, surtout de l'Ouest pour l'instant. Donc, vous voyez que le projet est présent aux Pays-Bas, en Belgique, au Grand-Duché du Luxembourg. En France, une partie, je dirais on a certains groupes en Alsace, on travaille avec certains professionnels plic-ploc en France, et alors en Autriche, en Suisse, en Autriche, et puis dans le nord de l'Italie, on a encore des tas de participants, surtout des professionnels et des gros apiculteurs, des sélectionneurs, mais en Wallonie, par exemple, on travaille avec vraiment tout le monde, de l'apiculteur débutant à l'apiculteur expérimenté. Et donc les équipes, ben voilà, donc on a aux Pays-Bas, il y a aux Pays-Bas, il y a le président de la Fondation Bartian, Julien, Guillaume, notre collègue qui est originaire d'Alsace et qui travaille des Pays-Bas pour l'instant. Donc 3 employés en Belgique, 3 employés aux Pays-Bas, Marianne, Stéphane et Guillaume, et puis un tas de bénévoles bien sûr qui permettent donc d'aider pour le fonctionnement de l'association et surtout pour la mise en place du projet de sélection. Je pense que je ne dois plus vraiment vous présenter ceci, vous le savez. Varroa est arrivé dans les années 80. On a un magnifique bouquin de 1986 qui présente toutes les méthodes de lutte contre la varroise, et c'est triste de dire que absolument rien n'a changé. Toutes les méthodes de lutte biotechnique, chimique, tout était dans cet ouvrage. Et donc, voilà, il y avait juste le front d'invasion qui était nord-sud. Donc, il y avait tout l'est de la France qui était envahi, tout l'ouest qui ne l'était pas encore à l'époque, mais rien n'a changé. Et donc les diagnostics sont assez compliqués dans le sens que souvent quand on voit des choses comme des virus, comme du couvain en mosaïque, la désoperculation, comme des abeilles avec
un abdomen très petit, c'est trop tard, c'est-à-dire que le taux d'infestation de la colonie est déjà trop important, ce qui fait que même si on traite avec un traitement en choc à ce moment-là, souvent la colonie soit va passer l'hiver vraiment elle est très affaiblie, ou alors elle ne passera même pas l'hiver parce que c'est déjà trop tard. Et alors ce qu'on voit, c'est évidemment une plein de nourriture, un petit paquet d'abeilles toutes mortes autour de la reine. Et puis on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elles avaient la nourriture. Et c'est là qu'évidemment, il faut absolument former les apiculteurs pour apprendre et à diagnostiquer ce genre de ruche, parce que évidemment, Varroa est présent en continu dans toutes les ruches et se reproduit dans les colonies d'abeilles. Donc vous connaissez les symptômes, hein, des très petits abdomens. Ici, on voit un Varroa, deux Varroa, trois Varroa. On a trouvé la colonie comme ça au printemps. Les ailes avant, antérieures et postérieures qui sont décrochées, signe de virose. Donc, tout ça, ce sont des choses qui nous permettent de conclure ici une mortalité à cause de la varroise. Bon, ben, vous savez aussi qu'il y a d'autres causes, évidemment. On parle toujours du multifactoriel, qui est une espèce de boîte noire où on ne met pas toujours de quantification sur chaque facteur. Ce qui est sûr, c'est que on a, quand on ne fait rien dans les colonies, des colonies vraiment propres et dans un environnement, on va dire, relativement propre, avec peu de réinfestation, ce qui va se passer, c'est que les colonies vont mettre un maximum 2 ans avant d'avoir une croissance telle qu'elles ne passeront plus l'hiver. Souvent, un an suffit, surtout plus on va vers le sud, plus la croissance va être importante, plus on va avoir de couvains pendant une période longue, et donc plus le varroa aura la chance de se reproduire. Mais donc, on peut le mesurer et il est présent sous deux stades, hein, le stade phorétique sur les abeilles et le stade reproducteur, qui est donc à l'intérieur du couvain de mâle ou d'ouvrière. C'est peu visible et souvent, quand on voit des traces, comme je disais, c'est trop tard. Quand on ouvre des cellules de couvain, on voit dans certaines cellules qu'il y a de nombreuses fondatrices qui se reproduisent. Et c'est là que ça devient intéressant pour le varroa, puisque dans son cycle de développement, vous savez peut-être il va donc, la fondatrice va rentrer dans la cellule un peu avant l'opusculation. Et puis, on a la fondatrice qui va commencer à se nourrir sur la larve. Et puis, donc, il y a des œufs qui vont être pondus. Un premier œuf qui donnera un mâle et les autres œufs qui donneront des jeunes femelles varroa. Et ce qui va se passer à ce moment-là, c'est que avant la naissance de l'abeille, le mâle doit s'accoupler avec ses sœurs, entre guillemets, avec les femelles, pour avoir des fondatrices qui sortent de la cellule au moment de la naissance de l'abeille, des nouvelles fondatrices. Maintenant, le problème, c'est que quand on arrive en fin de saison et que le taux d'infestation est plus important, on a de plus en plus de cellules qui sont multi-infestées, avec plus d'une fondatrice qui rentre. Et c'est là que, en fait, le varroa peut faire jouer peut faire des croisements entre guillemets et donc avoir une bien meilleure adaptabilité. C'est là qu'en fait il va avoir la chance de se reproduire de façon croisée et donc voilà, d'avoir des échanges de génétique en quelque part qui puissent lui permettre de s'adapter. Donc quand on a une seule fondatrice, ben voilà, l'effet est évidemment important sur la nymphe infestée, mais plus le nombre de fondatrices augmente, plus on a de chances d'avoir des cellules multi-infestées et plus l'effet va être important. L'effet de synergie avec d'autres facteurs comme les pesticides a été démontré, hein, donc ici je vais pas m'approfondir là-dessus. Donc vous savez tous qu'il y a des soucis au niveau de l'environnement, on va dire apicole en général, et que donc il faut essayer de prendre un facteur séparément pour jouer dessus, pour essayer d'éviter justement cette synergie qui cause des mortalités parfois très élevées certaines années. Traitement choc, voilà ce qu'on voyait par le passé chez nous dans certaines colonies. Hein, une des autres grandes difficultés avec la varroa, c'est que enfin, en tout cas chez nous, il est plutôt rare d'avoir un rucher où l'entièreté des colonies va avoir un très haut taux d'infestation. C'est un petit peu au hasard, on pourrait dire, hein. Une colonie, une année peut avoir un taux d'infestation très important. L'année d'après, après un bon traitement, le taux d'infestation est très faible. On ne comprend pas toujours pourquoi, ça se joue à pas grand-chose. C'est une croissance exponentielle, donc rien que le taux d'infestation de départ au début de la saison va avoir une grande influence sur
sur la croissance, évidemment, et sur l'infestation en fin de saison. Et donc, le fait est que une année donnée, on a certaines colonies surinfestées, d'autres moins, sans avoir aucune forme de résistance de la part des abeilles. Une autre année, on aura l'inverse, et puis parfois, on a un taux d'infestation global qui est beaucoup plus important. Et donc ça, c'est évidemment, quand on voit ça, on s'est dit, ah, bah, il était vraiment temps de traiter. Et alors, voilà, au niveau de l'origine, bah, ça, vous connaissez tout ça, hein, donc propagation de virus et bactéries, une transmission entre les colonies qui est très rapide et très facile pour le varroa. Colonies non traitées vont s'effondrer dans les 2 ans. Et on peut dire que sans doute à énormément d'endroits encore par le monde que le varroa est le principal responsable des mortalités hivernales. Euh, petit historique, donc il y a eu des expériences qui ont été faites entre l'abeille asiatique et l'abeille domestique, et puis finalement il y a eu Adam et Ève, enfin plutôt Ève uniquement, une fondatrice qui aurait fait le saut sur une autre espèce, donc notre espèce d'abeille domestique, et puis c'était parti pour vous voyez la vitesse de propagation, hein, donc le mouvement des colonies, mais surtout le fait que les colonies infestées et soit affaibli en fin de saison, soit victime de pillage, la dissémination par les mâles, la dissémination par la dérive d'ouvrières, de colonies en train de mourir, tout ça influence évidemment la propagation très rapide. Et vous voyez qu'à l'époque de cette carte, dans les années 2000, ben, que l'Australie était indemne, eh ben c'est fini. Ils ont tout essayé, ils ont détruit des dizaines de milliers de colonies pour essayer de contenir donc il y a eu une importation d'abeilles illégale où la quarantaine n'a pas suffi à contenir, mais donc Varroa est arrivé en Australie. Hein, l'apiculture est quand même est quand même un secteur agronomique important là-bas. Et le fait est que malgré toutes les destructions, ils retrouvent des foyers à des distances très importantes du foyer de départ, et donc désolé, les Australiens, mais vous allez y passer et vous allez devoir vous adapter à la situation, sans doute via des moyens de traitement. Ceci dit, on a été contacté il y a quelques années par les autorités agricoles, enfin, apicoles en Australie, et on a déjà effectué un export de sperme l'an passé vers chez eux et de rennes également. C'est très compliqué parce qu'évidemment, euh, ils avaient une grande peur que Varroa arrive. Varroa est arrivé. Je vous promets, c'était pas nous, hein. Il y a eu toutes les quarantaines qui ont été respectées, toutes les ouvrières accompagnatrices des reines qui ont été tuées. Il restait plus que la reine qui restait encore en couveuse, etc. C'était vraiment une procédure très lourde, avec comme résultat qu'ils ont déjà reçu un petit peu de génétique résistante. Tout ceci, voilà, vous les connaissez, apparition de résistance aux produits de traitement contre la varroise. Ça, c'est vraiment un souci. Et on voit que même en alternant, on peut avoir dans des cadres, enfin voilà, dans des situations professionnelles avec un grand nombre de ruches et un grand nombre d'apiculteurs dans l'environnement, on peut avoir de l'apparition de résistance. Et donc, ce n'est pas évident du tout de savoir comment alterner entre les produits de traitement. Donc, ce n'est pas une solution durable. Nous, ce qu'on veut, c'est que on puisse avoir des abeilles en bonne santé, sans devoir mettre des composés chimiques, quelle que soit l'origine, hein, même si c'est des composés chimiques naturels ou doux, les acides organiques. On veut pouvoir donc avoir des abeilles qui n'ont pas besoin de tout ça. Ça, je vous ai déjà dit, hein, je vous ai déjà parlé de ce livre, donc 1986, acide formique, retrait des cadres sur les cellules de mâles d'abeilles, reine encagée, thymol, amitraz, tout y était, tout y était. C'est même désespérant de voir que finalement, on a absolument pas innové dans ce domaine-là. Et quand vous voyez des nouvelles méthodes, on peut toujours aller vérifier si c'était déjà dans le bouquin. Maintenant, ça c'est le problème. On va quand même un petit peu parler de la solution que nous, on a découverte aux États-Unis. Donc dans les années allez, on va être français, 90. Dans les années 90, aux États-Unis, on a eu des études qui ont été faites par le département
d'agronomie américain spécialisé dans la sélection d'abeilles, donc le USDA à bâton rouge. Et donc, il y a des projets qui ont été menés pour arriver à sélectionner de la résistance à varroa chez les abeilles, parce qu'il y avait déjà des études qui avaient été faites, on avait déjà démontré certaines choses, mais il y avait trop peu de choses qui étaient connues. Il y avait cette fameuse population de Primorsky qui avait été importée aux États-Unis. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont pris 8 colonies où ils avaient remarqué que même une croissance un petit peu plus faible en varroa. Ils ont fait des F1, donc des ruches à mâles, et ils ont fait des croisements entre ces 8 colonies en faisant des inséminations avec le sperme d'un seul mâle. Insémination avec le sperme d'un seul mâle, on va voir pourquoi c'est important. Mais donc, ils ont fait comme ça, produit 43 petites colonies inséminées avec le sperme d'un seul mâle chacune, en faisant des croisements assez variables. Et ce qui se passe, c'est qu'ils ont regardé, ils ont tout mesuré au départ, ils ont tout mesuré à la fin, au terme de 10 semaines, et ils se sont rendus compte qu'il y avait 3 des 43 colonies qui avaient réussi à faire diminuer la population en varroa à la fin du test. Et ils se sont rendus compte que dans ces 3 colonies, ils ont mesuré absolument tout, hein, donc forêt de tique, le couvain dans le couvain, la présence de varroa, l'infestation totale en varroa et la non-reproduction des varroa. Et se sont rendus compte que c'était lié donc à la non-reproduction. Donc il y avait une plus grande non-reproduction dans ces colonies où les varroa avaient diminué. Un petit rappel, c'est Paul Jungels qui adore présenter ce schéma génétique. Donc, vous savez que l'abeille est un insecte, hein, jusque-là ça va, et qu'il y a une capacité incroyable de diversification de la génétique grâce à la fécondation naturelle. Donc, une reine peut se faire féconder par 10, 15, parfois 20 faux bourdons, qui sont un mélange de tous les faux bourdons des environs. Hein, donc, qu'est-ce qui se passe? On a au sein d'une colonie fécondée naturellement dans un environnement non contrôlé, c'est-à-dire avec des origines génétiques assez variables, eh bien, on va voir que on a entre guillemets des super familles qui vont se créer. Le faux bourdon est haploïde, ça veut dire qu'il n'a qu'une seule copie de chacun des chromosomes. Et qu'est-ce qui va se passer? Son haploïdie fait que, comme il n'a qu'une seule copie, ben, dans les spermatozoïdes qu'il va produire, il peut juste copier, on va dire, cette copie, donc photocopier, c'est-à-dire il peut juste reproduire en grande quantité la génétique qu'il a reçue, parce qu'il n'a pas reçu 2 copies, il a reçu qu'une seule copie, et donc il peut pas la diviser ou quoi, donc il va juste pouvoir reproduire sa propre génétique en quantité. Donc quand on prend tous les spermatozoïdes à l'intérieur d'un mâle, ils vont être génétiquement identiques. Ça, c'est, on va dire, c'est une contrainte. Une contrainte, pourquoi? Parce que ça veut dire que tous les mâles, toutes les ouvrières, pardon, qui sont issues d'un mâle, donc tous les ouvriers, toutes les ouvrières qui ont été fécondées par les spermatozoïdes d'un seul mâle, ont un degré de parenté extrêmement élevé. Ils ont un degré de parenté de 75%, 75%. Pourquoi? Parce que tous les spermatozoïdes, donc à l'intérieur d'un mâle, sont génétiquement identiques. Ce sont des clones. Donc, le degré de parenté entre 2 ouvrières d'une même superfamille est beaucoup plus important que le degré de parenté entre 2 ouvrières qui sont originaires de 2 superfamilles différentes. Ce schéma, parce que je remarque que je n'ai pas encore expliqué, donc qu'est-ce qu'on voit en fait? Ici à l'intérieur, on a tous les œufs non fécondés qui sont pondus par la reine. Chaque petite barre représente simplement les couleurs qui sont les résultats des méioses. À chaque fois que la reine va produire un œuf non fécondé, c'est une partie de sa génétique, mais où les cartes sont redistribuées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va avoir qu'une partie des chromosomes, une partie de l'information génétique qui va être transmise à cette descendance. Et on voit que donc à l'intérieur, pour chacune des méioses qui se fait, ben, chacun des œufs non fécondés est fécondé avec des spermatozoïdes de un des mâles qui a contribué à la fécondation naturelle. Et donc, en fait, on se retrouve avec un patchwork, hein, vraiment un patchwork génétique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une colonie, c'est le résultat de tous ces mâles croisés avec chaque fois un œuf unique, un œuf non fécondé unique qui est issu de la méiose.
Donc, toutes les ouvrières, du coup, sont différentes, mais le degré de parenté n'est pas le même. Si on regarde toutes les ouvrières issues du mâle en gris par rapport à toutes celles issues du mâle en pourpre ici, eh bien, entre ces deux, il y a un degré de parenté de seulement 25%, 25% qui vient de cette méiose, qui vient du degré de parenté de la mère. Par contre, au sein d'une même, donc entre deux ouvrières grises, ben là, le degré de parenté augmente à 75%. Et en fait, une colonie, c'est quoi? Mais une colonie, c'est une colonie, on va dire, si on prend une colonie parfaite, on dit, voilà, cette colonie, au niveau fièvre en SMH, impeccable, au niveau miel, largement supérieur à la moyenne, au niveau douceur, on avait vraiment, au niveau résistance, on avait vraiment tout ce qu'on voulait, pas dû la traiter en fin de saison, etc. Eh bien, ça résulte en fait de la complémentarité des caractéristiques. Pour prendre un exemple un petit peu bateau, imaginons qu'on ait toutes les ouvrières qui sont issues de cette super famille avec le faux bourdon jaune, elles aient une production en gelée royale qui est vraiment super bonne. Donc, elles produisent beaucoup de gelée royale, elles vont nourrir très bien, entretenir très bien le couvain. Ceci dit, c'est aussi des ouvrières qui, il n'y a plus de couvain à nourrir, tout le couvain est operculé dans la colonie, on est au printemps, elles aimeraient bien perdre cette gelée royale et donc elles vont commencer à nourrir ce qu'on appelle d'abord des amusettes, mais donc des cellules royales, elles vont commencer à faire un élevage royal. C'est très bien d'avoir un bon entretien du couvain. Ceci dit, on ne veut pas non plus des colonies qui ont une forte tendance à l'essaimage. Et donc, imaginons que parallèlement à celle-ci, on ait d'autres ouvrières qui sont donc issues d'un autre mâle, qui ont une caractéristique de simplement détruire, de remanger les amorces de cellules royales et donc d'empêcher l'essaimage. Eh bien, si on n'avait que l'un, on aurait une colonie fortement SME. Si on a les deux, ben, ils sont complémentaires dans la tendance à l'essaimage. Et comme ça, c'est souvent le cas pour plusieurs caractéristiques, hein. On peut avoir des butineuses qui sont très bonnes pour la détection de sources de nourriture lointaines, disons, hein, et puis d'autres qui vont être très bonnes pour ramener ces sources de nectar. Donc c'est un patchwork et ça c'est génial, mais à l'opposé, ça rend la sélection extrêmement difficile. Quand on a de l'insémination quand on pratique l'insémination, au moins on a déjà un contrôle sur l'origine parentale des deux côtés. On connaît évidemment la reine sur laquelle on a fait un picking, on connaît la ruche à mâle ou les ruches à mâle sur lesquelles on a fait un élevage de mâles, et donc là au moins on connaît la génétique. Ceci dit, vous allez voir que en pratiquant l'insémination, non pas à plusieurs mâles comme c'est le cas classiquement, mais à un seul mâle, on va avoir, on va éviter en fait cette espèce de diversification de la génétique qu'on a quand on pratique l'insémination à plusieurs mâles. Donc imaginez, j'ai une raceuse qui possède un petit peu de résistance, hein. On part de l'hypothèse qu'il y a deux gènes responsables de la résistance. On va voir plus tard quels sont les comportements, comment fonctionne le comportement de résistance. Mais donc imaginons il y a deux gènes. Et la reine possède un des deux chromosomes pour un des deux gènes. Donc, un des gènes est présent sur un seul des deux chromosomes. Donc, on va dire génétiquement, elle est 25% résistante. Et puis, on a 10 faux bourdons. 10 faux bourdons, et vous voyez, il y en a qui sont rouge-rouge, hein, ils possèdent aucun gène de résistance. Il y en a qui sont rouge-vert, ils ont un des deux gènes, vert-rouge, l'autre gène, mais pas le premier ici. Et puis, il y a un des 10 faux bourdons, on a de la chance, qui possède les deux gènes résistance. Si on prend cette génétique de départ et on fait un croisement multi-drone, donc multi-drone, drone c'est faux bourdon en anglais, donc vous allez voir au niveau du vocabulaire, donc multi-drone, donc ce qu'on appelle MDI, un croisement multimâle, qu'est-ce qu'on va voir? Eh bien, on va se rendre compte qu'on obtient une colonie avec plein de super familles d'ouvrières, certaines sont à 25%, d'autres à 50%, mais la majorité est quand même à 0, 25, 0, 25, 0, 25, 0, 25, une 50. Et puis, il y a une super famille sur les 20 qui va avoir un taux de résistance qui est bien plus élevé. Quand on mesure le taux global de la colonie inséminée par plusieurs mâles, on va obtenir quelque chose de l'ordre de 22,5, c'est-à-dire simplement le 20% fois 25%. Par contre, si on mesure, on a à peine augmenté le taux de résistance, et si on va faire un picking, si on va faire un greffage et essayer de multiplier cette colonie, on va avoir une chance infime de tomber sur
la superfamille d'ouvrières qui va avoir reçu le plus grand nombre de résistances. En d'autres mots, soit vous jouez régulièrement à la loterie et vous avez beaucoup de chance, ou alors il faut faire une quantité de filles absolument gigantesque pour avoir une petite chance de trouver dans ces filles de la résistance. Ça, c'est l'insémination multimâle. Maintenant, on prend la même génétique de départ, disons qu'on a 10 clones de cette reine et on va inséminer chacune des reines avec un faux bourdon. C'est ce que vous voyez en haut, c'est chaque fois le croisement. Et là, on va voir qu'on obtient 10 colonies, des petites colonies qui ont reçu une dose de sperme plus petite. Excusez-moi. Donc, on a 10, 10 petites colonies qu'on va garder en mini plus pendant l'entièreté de leur vie, puisque la spermathèque contient pas suffisamment de spermatozoïdes euh, pour pouvoir tenir une ponte dans une ruche de production pendant toute sa vie. Et on voit, en faisant un comptage de la résistance de chacune de ces colonies, que la plupart, de nouveau, pas de chance, elles ont reçu une faible proportion des gènes de résistance. Et donc, en mesurant, on arrive à des chiffres très bas. On a 2 colonies où c'est un petit peu mieux, hein. On a la chance d'avoir un mâle qui possédait au moins un des 2 gènes de résistance. Et surtout, on en a une des 10 qui est à 62,5, où on est tombé en fait sur le mâle qui avait le plus de résistance. Ça veut dire qu'en une génération, ici, on est passé d'un taux de 20-25% de résistance dans la population initiale à un taux de 62,5 dans une seule colonie. Qu'est-ce qu'on fait? On écrase 9 reines, on garde la 10e, et avec cette 10e, c'est la 62% et demi. On va continuer et on aura concentré les gènes de résistance. On peut voir l'insémination à un seul mâle comme une sorte de filtre pour, d'un côté, avoir les mâles possédant le plus de génétique résistante et de l'autre côté, avoir des larves, donc avoir le côté maternel aussi, qui possède le plus de résistance. Et c'est que quand la résistance est présente dans la mère et dans le père que on va pouvoir avoir un résultat dans la petite colonie issue de ce croisement. On va pouvoir avoir un résultat intéressant en termes de résistance. Donc ça, c'est vraiment la base du programme qui a été développé aux États-Unis. Et quelques années plus tard, puisque l'étude de base était en 96, quelques années plus tard, ils ont pu analyser le comportement et ils se sont rendus compte donc que il y avait cette non-reproduction qui était très importante, hein, donc plus la colonie diminuait rapidement le nombre de varrois présents, plus il y avait de varrois non reproducteurs qui étaient présents. Donc ça, ce sont les études, on va dire, un peu fondatrices de tout ça. Et puis, en étudiant le comportement, ils se sont rendus compte que ce n'était pas vraiment un effet du couvain qui empêche aux varrois de se reproduire, parce que la non-reproduction allait de pair avec d'infestation en diminution. Et donc, ils se sont rendus compte qu'il y avait 2 comportements, un comportement de détection et puis un comportement de désoperculation et de nettoyage. Qu'est-ce qui se passe dans une colonie à gauche, une colonie non résistante? Eh bien, la reine va pondre un œuf. J'espère que je ne vous apprends rien. L'œuf va éclore, la larve va être nourrie et un petit peu avant, dans les 48 heures avant l'operculation de la cellule, on va avoir dans certaines cellules notre fameux varroa, notre fondatrice, qui va rentrer. Et dès que la cellule est fermée, elle va commencer à se nourrir et à pondre un premier œuf qui donnera un mâle, et puis d'autres œufs qui vont donner des femelles. L'objectif étant, comme je vous ai dit, que mâle s'accouple avec les femelles à l'âge adulte et qu'on ait des nouvelles fondatrices qui sortent. Ça, grâce à ce mode de reproduction, on a une croissance exponentielle dans les colonies. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on commence avec une quantité initiale extrêmement faible, la population en varroa va mettre du temps à se reconstituer, et ce, évidemment, en absence de réinfestation par l'environnement. À l'opposé, si on a une population de varroa qui est déjà au printemps assez haute, hein, mais assez haute, c'est relatif, évidemment, c'est pas comme une population en fin de saison.
Donc, si on a une population qui est même, disons, 5 fois plus importante que dans l'exemple peu infesté, eh bien, on va avoir une croissance qui va se faire beaucoup plus vite et on va avoir un taux d'infestation qui va atteindre un seuil critique beaucoup plus tôt dans la saison. En d'autres mots, moins il y a de varroa, plus lente est la croissance, et plus il y a de varroa, plus rapide est la croissance, et plus vite on aura un nombre de cellules infestées important. Qu'est-ce qui se passe à droite? Donc, même chose. La seule différence, c'est que quand le varroa, quand la fondatrice commence à se reproduire, il y a toute cette marmaille, tous ces jeunes varrois, qui vont également se nourrir. Et là, on pense qu'il y a des odeurs émises par la nymphe d'abeille, des odeurs de détresse, qui fait que certaines ouvrières dans des colonies résistantes, évidemment, sont capables de détecter et vont marquer la cellule. Vont marquer la cellule en mordillant le centre de l'opercule. Ce marquage est suivi d'une désoperculation par d'autres abeilles de l'entièreté de la cellule, qui est suivi d'un nettoyage. Alors, ce nettoyage peut être sous deux formes, soit c'est vraiment des abeilles qui vont tirer la nymphe de la cellule et puis la manger, mais ce qu'on voit aussi souvent, c'est que on a des abeilles qui vont simplement manger la nymphe à l'intérieur de sa cellule, manger des jeunes varrois ou pas, ça ne change rien. Ils ont de toute façon raté leur reproduction et la fondatrice, elle, va bouger et va aller retenter son coup dans une autre cellule. Mais en sachant que dans une colonie entièrement résistante, elle a beau recommencer, elle se fait chaque fois arrêter, on va dire précocement. Donc elle vit une partie de sa spermathèque, la fondatrice, mais elle ne produit pas de jeunes. Et donc avec comme résultat que la reproduction est vraiment coupée. Donc, comme il s'agit d'un comportement hygiénique, on a donc la suppression de nymphes d'abeilles, et qu'en plus de ça, il s'agit d'un comportement avec détection du varroa reproducteur dans les cellules. On appelle ça le VSH pour hygiène sensible à varroa en anglais, donc Varroa Sensitive Hygiene. Hygiène sensible à varroa. On a un comportement hygiénique de détection des varrois reproducteurs qui mène à de la désoperculation et à du nettoyage des cellules. L'USDA, et on a refilmé ça depuis en Europe aussi, mais la plus belle vidéo, ça reste celle de l'USDA, parce qu'en 1 minute, donc, on voit le premier comportement qui est de marquage de la cellule, hein, vous voyez l'opercule qui est marqué. Deuxième comportement qui est la désoperculation totale de la cellule, et puis dès que la désoperculation est faite, des abeilles vont commencer à grignoter, hein, à recycler la nymphe d'abeille. Regardez bien le stade, on est au stade jour 6 après operculation, les yeux roses. La fondatrice sort de la cellule et elle va aller recommencer. Et vous allez voir que les abeilles réagissent, mais ont du mal à se débarrasser de cette fondatrice. Donc, il y a plusieurs comportements de résistance qui ont été mesurés, observés. Ce que l'USDA américain a pu prouver, c'est que le comportement ici, VSH, est un comportement qui se sélectionne assez bien, qui se transmet relativement bien d'une génération à l'autre, moyennant évidemment sa présence du côté paternel comme maternel. Et que ça permet à des colonies, vous allez le voir, de se passer de toute forme de traitement malgré des taux d'infestation dans l'environnement qui sont importants. Je reprends la petite carte. C'est pas vraiment à jour au niveau des associations participantes, mais on a donc des relais locaux un petit peu partout. Donc le projet a démarré en Buckfast avec des apiculteurs du Grand-Duché, de Belgique et de France et a continué à s'étendre depuis 2014 un petit peu partout avec d'autres races, des abeilles noires, des carnicas, d'autres pays, d'autres régions. Donc ça pour montrer que les apiculteurs ont testé, on va dire, les méthodes, ont regardé ce que ça donnait en production et se sont dit, ben, ça fonctionne, on continue. Comment est-ce que ça fonctionne? Justement, eh bien, en fait, on doit chaque année procéder à de l'insémination avec le sperme d'un seul mâle. Et pour ce faire, ben, on va suivre un planning tout simple. Imaginons qu'on démarre en 2020. On va commencer par faire de l'élevage de mâles et de l'élevage de reines pour que coïncident les deux, évidemment, au niveau de l'agenda, aux dates d'insémination fixées à l'avance. L'insémination des reines avec le sperme d'un seul mâle nous
qu'est-ce que j'allais dire? Donc les participants viennent avec des reines vierges issues des meilleures raceuses, des ruches sont préparées par les participants, et puis nous, on est là pour organiser les séances d'insémination. Une fois que les séances d'insémination sont faites, pour les petites colonies qui vont naître de ces reines inséminées, tout ce qu'on doit faire, c'est attendre que les ouvrières soient remplacées, que l'entièreté de la génétique soit issue de la reine inséminée et qu'on n'ait pas d'ouvrières d'autres génétiques, c'est-à-dire celles avec lesquelles on a fait les nucléi. Et en attendant, évidemment, on s'embête pas parce qu'on a trouvé des colonies qui sont au mois de juin, donc relativement tôt pour nous, qui ont déjà un taux d'infestation de varroa élevé. Et ce taux d'infestation élevé, on va prendre des échantillons phorétiques dans les ruches de production et on essaye de trouver celles qui ont déjà quelques pourcents d'infestation. Une fois qu'on les a détectées, on va encager les reines parce que on veut avoir des conditions homogènes au niveau donc des mini plus. Donc tout ça, ça se passe en mini plus parce qu'on a une taille de ruchette quand même relativement importante, dans le sens assez importante pour que ça se comporte comme vraiment une ruche. Ils peuvent chauffer le couvain, etc. Tout se passe en mini plus sur un étage. Et donc on veut des conditions homogènes, donc c'est-à-dire on veut avoir au minimum une centaine de varrois qui sont présents dans la colonie, et comme ça, quand on va vérifier au sein du couvain ce qui se passe, eh bien, on a relativement rapidement, c'est-à-dire en quelques centaines de cellules, on a une bonne idée du taux de résistance. Donc, on doit infester. À la rigueur, s'il y a des varrois qui sont déjà présents dans les colonies au départ, c'est pas important parce qu'on veut un minimum de varrois. Donc, s'il y a des colonies où on a préparé les nucléi avec déjà beaucoup de varrois présents, ben, on va juste en rajouter quelques et on va comme ça pouvoir s'assurer d'avoir suffisamment de varrois au sein de chaque colonie. On infeste, il y a deux méthodes qui existent, vous allez voir ça en photo. On infeste les mini plus avec 150 varrois, on fait 14 jours après les comptages en couvain qui permettent donc de voir ce que les abeilles ont fait de ces varrois dans le couvain. Donc le varroa est rentré dans le couvain, commence à se reproduire et le but c'est de voir est-ce qu'on retrouve beaucoup de varroa dans le vieux couvain. Le vieux couvain, c'est le couvain après la période sensible pour le nettoyage, donc après la période où la résistance se fait. Le jeune couvain, c'est avant cette période. Et donc on regarde la différence entre les deux et on regarde combien de varroa non reproducteurs sont présents dans le vieux couvain. Et une fois qu'on a fait les comptages, on va recompter les colonies qui sont les meilleures. Et une fois qu'on sait lesquelles on va garder, toutes les reines sont écrasées sauf les bonnes. Et on va les hiverner de plusieurs façons possibles. Le seul but là, c'est de sauver la génétique. On a des petites colonies où parfois on a rajouté plusieurs centaines de varroa. Donc, il y a eu dans certaines un nettoyage intense, dans d'autres pas, mais le fait est que le but est de sauver la génétique, donc on va introduire les reines dans des unités assez fortes, nourries et traitées, où on va renforcer la colonie avec du couvain extérieur, où on va rassembler avec des unités traitées et nourries. Pour l'année d'après, regardez évidemment si elles ont survécu à l'hiver et regardez au niveau des caractéristiques. Donc, on a déjà évalué le VSH, on a déjà évalué la résistance à varroa. Et on va regarder, juste avant le picking, si on voit des différences entre les différentes colonies de reines inséminées à seul mâle. Si on a certaines qui vont rentrer plus de nectar, qui vont être plus douces, qui vont avoir un plus beau couvain, un meilleur développement. Ça reste une évaluation pas très complète, puisqu'on parle bien de SDI, donc des reines inséminées avec le projet, avec le sperme d'un seul mâle, des colonies issues de SDI, petites, et donc c'est pas vraiment une évaluation complète en production, mais on essaye de regarder les différences pour n'utiliser que les meilleures. On va faire un picking sur les meilleurs, et puis là, ben, on recommence. Là, on repasse au schéma 2020, c'est-à-dire que le picking va mener à l'insémination, etc. Mais donc, sur ces petites colonies de l'année d'avant, ben, on va essayer de les garder le plus longtemps possible, donc les garder sur un élément mini plus, les dégraisser, retirer les abeilles du couvain si elles se développent trop, pour que la reine, en fait, ne vide pas trop vite sa spermathèque et qu'on puisse la garder le plus longtemps possible. Elles vont passer l'hiver. Et en photo, ça donne quoi? Ben, ce sont beaucoup de mini plus. Ici, c'était en Espagne, dans les premières années du projet. Donc, on crée les mini plus. On va faire l'insémination à un seul mâle. Le sperme est de couleur crème. On a des microcapillaires qui permettent de prélever du sperme.
Une fois qu'on a prélevé le sperme d'un gros faux bourdon, hein, on espère au moins avoir 1 microlitre de sperme, on va inséminer la reine avec ce sperme. Et le tout avec les narcoses, avec toutes on va dire les, les conditions habituelles d'insémination. Donc, cette insémination à seul mâle mène à des petites colonies qui grandissent, les ouvrières sont toutes remplacées, et là, on doit aller récolter les varrois dans les colonies, donc dans des colonies autres, évidemment, des régions de production où il y a suffisamment, on enclave la reine, on attend 21 jours, et puis on va venir avec du sucre glace, on va venir donc secouer tous les cadres d'abeilles 2 par 2, et on va détacher les varrois des abeilles. On a un mélange sucre-glace varrois. On va essayer d'enlever le maximum de sucre glace et il nous reste un mélange avec un peu de sucre glace et des varrois. On met ça sur des sopalins humides. On les transporte dans des boîtes fermées à l'abri du soleil parce qu'ils créent la chaleur, ils créent le soleil. Et puis, le plus rapidement possible, certainement dans la journée, mais idéalement dans les 2-3 heures qui suivent la récolte de varrois, on va aller déposer les varrois dans les petites colonies sur le sopalin humide et on voit les abeilles qui repèrent du sucre. Elles sont toutes contentes, elles sautent sur ce sopalin. Et à l'inverse, on voit les varrois qui sont tout contents et qui sautent sur les abeilles. Après ça, on se réunit en groupe, un petit peu partout, en Belgique, un petit peu partout en Europe, pour faire les comptages en couvain. Et donc là, on a des microscopes qui sont mis à disposition et le but est vraiment d'ouvrir le couvain et de voir ce que les abeilles ont fait de ces varrois qu'on a introduits dans la colonie. Et là, c'est une période vraiment capitale qui dure grosso modo 2 mois. On commence fin juillet, on termine fin septembre. Et donc, ça nous permet de déterminer avec une grande précision les taux de résistance des colonies. C'est la méthode la plus fiable pour déterminer la résistance d'une colonie. Comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien, on a donc une colonie avec du couvain à tous les stades. On a ajouté des varrois 13 à 14 jours avant le comptage et on va regarder cellule par cellule ce qu'il y a à l'intérieur. On va regarder 2 stades différents. On va regarder le jeune couvain et on va regarder le vieux couvain. Si je ne me trompe pas, on a ici l'âge des abeilles. Donc, pardon. Donc l'âge des abeilles, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le jeune couvain, ça va être à partir de l'operculation de la cellule jusqu'au stade des nymphes aux yeux blancs, donc jusqu'au jour 4 après operculation. Donc, stade larvaire, pré-nymphe et nymphe aux yeux blancs. Ça, c'est le jeune couvain. La résistance ne s'opère pas encore. Là, on a un peu le T0, on a un peu le nombre de varrois avant résistance. À l'opposé, de l'autre côté, on a le vieux couvain. Ça, c'est à partir de 7 jours après operculation. Là, on a passé cette zone sensible où les abeilles vont détecter et nettoyer les cellules. Ça, c'est ce qu'on appelle le vieux couvain. Et ça, c'est à partir de 7 jours après operculation. Et ce, jusqu'à juste avant la naissance de l'abeille. Et entre les deux, on a la zone grise, c'est-à-dire que là, c'est peut-être une question de temps avant que ce soit nettoyé, ou bien ça ne sera pas fait, on ne le sait pas, mais donc on ne le compte pas, parce qu'en le comptant, on risque de faire une grosse erreur en ou sous-estimant la résistance. Donc, on compte, donc on va compter du jeune couvain pour vérifier la présence de varroa. On va compter du vieux couvain pour voir ce que les abeilles en ont fait après l'occurrence de la résistance. Et on va noter tout ce qu'on voit, c'est-à-dire le nombre de fondatrices, l'âge précis de la nymphe et la reproduction réussie ou non de la nymphe. On note ça dans des tableaux, hein, par colonie, une personne compte une colonie, on a la date, et on va regarder chaque fois combien de cellules a-t-on ouvert, combien de fondatrices a-t-on trouvé, etc., etc. Et surtout, ici, tout à la fin, est-ce que la cellule est non reproductive? Pour le dire différemment, on peut voir la résistance USH comme étant un filtre. Les varrois rentrent dans le couvain un peu avant operculation, commencent à se reproduire, tout va bien, tout va bien. Et dès le moment où on passe au jour 5, 6 après operculation, si la colonie est entièrement résistante, elle va retirer l'entièreté des varrois reproducteurs. Donc c'est un filtre, les varrois
retour à la case départ. Ils sont renvoyés à chaque fois et donc on a un taux d'infestation alors dans le jeune couvain qui est extrêmement élevé. On a un taux d'infestation dans le vieux couvain qui est extrêmement bas. Les seuls varrois qui passent cette barrière, ce sont les varrois non reproducteurs. Les seuls qu'on trouve dans le vieux couvain, ce sont des varrois non reproducteurs. Et entre-temps, ben, c'est ici que tout ce travail se fait par les ouvrières. Ici, dès qu'elles arrivent ici, ben, si la colonie possède énormément de résistance, tout est retiré. Si elle possède un peu de résistance, une partie seulement va être nettoyée. Voici l'explication du calcul de la résistance. Donc, imaginons dans la colonie 1, on a une colonie qui n'est pas du tout résistante. Et quand on fait le comptage, on mesure, on ouvre, disons, 150 cellules. On ouvre assez de cellules pour tomber sur nos 10 varroa. On cherche 10 cellules infestées, en fait. Et dans ces 10 cellules infestées qu'on a trouvées, on a deux cellules qui contiennent un varroa non reproducteur et 8 qui contiennent un varroa reproducteur. En d'autres mots, on a 20% de non-reproduction. Le pourcentage de non-reproduction est de 20%, 2 sur 10. Et ça, c'est un peu notre limite. Dans la littérature scientifique, on a souvent des taux de non-reproduction qui varient entre 5 et 20%. Et nous, on s'est dit, on va essayer d'être le plus sévère possible dans l'évaluation de la résistance. Et donc, on prend 20% de non-reproduction comme étant la limite. C'est-à-dire que en dessous de 20% de non-reproduction, on considère que c'est pas du tout résistant. Et à partir de 20% de non-reproduction, on commence à avoir un petit peu de résistance. Un petit peu pourquoi? Ben, comme vous voyez dans la colonie 2, eh bien, c'est une colonie où on a, sur les 10 varrois qui étaient présents, sur les 8 reproducteurs, on en a 2 qui ont été nettoyés, 2 qui ont été retirés. Donc, il y a un petit peu de résistance présente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pourcentage de non-reproduction, il est de 2 sur 8. Il y a 2 varrois reproducteurs éliminés. Et nous, ce qui nous intéresse, évidemment, on se dit, ben, les abeilles vont cibler les varrois reproducteurs. Donc, on va regarder combien de varrois reproducteurs ont été éliminés sur la totalité des varrois reproducteurs. Ben, ici, il y en a 2 qui ont été éliminés sur les 8, ce qui fait 1 sur 4, ça fait 25% de résistance. En d'autres mots, elles ont retiré 25% des varrois reproducteurs dans la colonie. Si on regarde la colonie numéro 3, on va compter dans le couvain, on trouve 2 non-repros, on trouve 4 reproducteurs. On a un taux de non-reproduction qui est de 33%, 2 sur 6. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est de savoir ce qui a été retiré. Ben, on sait qu'on en a 4 sur 8 reproducteurs qui ont été retirés, donc le taux de résistance est de 50%. Et comme ça, on va jusqu'au cas extrême où, comme je vous disais, l'entièreté des varrois reproducteurs a été éliminée. On a 100% de varrois non reproducteurs restants, et donc on a 100% de résistance. Alors, au niveau timing, c'est pas mal pour une pause. Non, encore un petit peu peut-être. Ah, j'avais dit 40 minutes. Non, alors c'est pas mal pour une pause. On peut faire une petite pause de 2 minutes. Comme ça, s'il y en a qui doivent faire une pause technique, aller chercher du café. Et je Tout vais... à fait. On va faire une pause de, bon, on dit 4 minutes, c'est bon? Ça va, parfait. Il est 28 à 32, je reprends. À 32, on reprend. Ça marche. À tout à l'heure. Génial. À tout de suite. Profitez-en pour, si vous avez des questions en tête, de les poser sur le chat. Ouais, je regarde les questions. Problème de connexion. Il n'y en a qu'une pour l'instant de Lisa. On prendra peut-être un temps plus vers la fin. J'en ai listé quelques-unes Oui, de je mon pense, hein. côté. On peut regarder ça à la fin. Le varroa est arrivé en Australie, tout à fait. Ah oui, c'est le gommage. Ok. Ah. Je vais pas trop vite. Vous arrivez à Non, non, suivre? c'est nickel. Vous dites que pour moi, c'est tous les jours. Mhm. Donc, là, ici, la dernière question qui vient d'apparaître, ça, je vais repasser dessus parce que je ne l'ai pas expliqué en détail. Génial, ouais, il y a plein de questions.
contre, on va essayer d'être précis parce que je vois qu'il y a mon collègue qui devra utiliser à 10h30 le canal Zoom. Donc, je vais essayer de ne pas être trop long sur la deuxième partie pour pouvoir avoir assez de temps pour les questions. On va reprendre une petite minute, là. Vous avez tous été chercher une tasse de café pour être bien réveillé. On va pouvoir reprendre Parfait, dans 4 minutes. parfait, parfait. Je vais revenir uniquement pour une des questions, parce que c'est comme ça je reviens sur la slide, sur comment fait-on la différence entre un varroa reproducteur et non reproducteur. Ah, je vois qu'il y a des personnes qui peuvent dessiner sur l'image, donc ça je dois... Je peux tout effacer tous les dessins. Voilà. Donc, reprenons pour la question, comment fait-on la différence entre un varroa reproducteur et non reproducteur? Eh bien, en fait, le varroa non reproducteur, ce sont tous les cas de figure où il n'a pas réussi à produire une descendance fertile, enfin, ce qu'on espère fertile, adulte à la fin de son cycle de développement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, le cycle de développement du varroa, c'est produire au moins une fondatrice, une fille, qui ait pu s'accoupler avec un mâle à la à la naissance de l'abeille. Et donc, quels sont les cas de non-reproduction? Ben, c'est tout le reste, c'est-à-dire, on trouve souvent des varroas fondatrices seules dans une cellule, à un stade assez avancé pour que, même si elle se met à pondre dans le vieux couvain, hein, pour reprendre les différents stades, si elle se met à pondre dans le vieux couvain, eh bien, si elle pond son premier œuf là, le premier œuf n'aura pas le temps d'être au stade adulte au terme de la naissance. Et quand l'abeille naît, c'est fini. Les varroas ne peuvent plus se reproduire, ne peuvent plus facilement se nourrir, donc ça ne marche plus. Donc il faut vraiment que tout soit fini à temps, à la naissance de l'abeille. Il faut qu'il y ait eu une fondatrice fille qui ait eu un accouplement avec un mâle. Et donc, on a d'autres exemples avec des cellules avec une fondatrice et un mâle et rien d'autre. Ça, c'est un peu comme une colonie bourdonneuse. On peut considérer que c'est une fondatrice qui n'a plus de spermatozoïdes ou qui n'a pas eu de spermatozoïdes, donc qui n'a pas pu s'accoupler. Donc, ça, c'est une seconde chose. Une autre chose, c'est une fondatrice morte dans une cellule. Ça arrive. Et puis, on a deux cas spéciaux. Une fondatrice qui va commencer à pondre trop tard. Hein, donc, elle va commencer à pondre, par exemple, au jour 5-6. Et là, comme j'expliquais, ben, il faut que les varrois, les filles soient adultes et se soient accouplées à la fin. Mais si elles commencent à pondre trop tard, le temps qu'elles soient adultes, eh bien, l'abeille sera déjà née. Donc, ça ne marche pas. Dernier cas de figure, c'est qu'il arrive que le varroa soit pris en dehors de l'exuvie au moment de la métamorphose de l'abeille. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On retrouve un varroa mort enseveli, c'est-à-dire enseveli sous une couche cellulosique, hein, l'exuvie de l'abeille. Et ça, c'est un cas de figure qui arrive plus rarement, mais qui arrive parfois aussi. Donc, une reproduction, c'est quoi? C'est au moins une fondatrice fille avec un mâle présent dans la cellule, parce qu'on ne peut pas vérifier s'ils sont accouplés, hein, on ne va pas jusque-là. Mais donc, une fondatrice fille avec un mâle qui est présent, donc la possibilité de s'être accouplé.
on considère que c'est reproducteur. Parfois, évidemment, il y a beaucoup plus qu'une fondatrice fille. Et sinon, tous les autres cas de figure, ça ne produiront pas de femelles potentiellement fertiles, et donc ce n'est pas la reproduction. Ok, on a passé en revue les reines inséminées avec le sperme d'un seul mâle. Donc maintenant, on va passer en revue les ruches à mâles. Donc, vous savez, il faut une maman et un papa pour faire des bébés. Et donc, qu'est-ce qui se passe chez les abeilles? C'est la même chose. On a déjà parlé des SDI qui vont être source pour le picking, donc pour l'élevage. On n'a pas encore parlé des ruches à mâles. Alors, petite explication pour repartir aux bases. Donc, imaginons, je crois qu'ici il me l'affiche. Ah voilà. Donc, imaginons, on part d'une reine, une raceuse qu'on a comptée dans le couvain. Donc, on a compté, pas la reine évidemment, on a compté la colonie issue de la reine dans le couvain, et on s'est rendu compte que les ouvrières dans la colonie avaient avaient un comportement de nettoyage intense. Elles nettoyaient l'entièreté des varrois reproducteurs, et donc cette colonie a été évaluée à 100% résistante. C'est une colonie issue d'une reine inséminée avec le sperme d'un seul mâle, et donc qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, vous le savez, une colonie est issue de la spermathèque de la reine et des œufs non fécondés où il y a encore une méiose. Donc ici, c'est une boule complète. Pourquoi? Parce que il y a 2 paires de chromosomes. Ici, la spermathèque, il y a le sperme que d'un seul mâle. Je vous ai raconté tantôt que le mâle était haploïde, donc il ne pouvait que photocopier la génétique qu'il avait. Et donc, cette spermathèque est remplie avec tous les spermatozoïdes génétiquement identiques. Donc la colonie, je sais qu'elle est bonne. Comment je sais qu'elle est bonne? Parce que j'ai regardé le comportement des ouvrières qui, en vie à comptage en couvain, qui donnaient des résultats intéressants. Donc c'est évalué dans le couvain, les ouvrières sont bonnes, ça c'est génial. Ceci dit, j'aimerais bien produire des mâles de cette reine à 100%. Ici, ce que vous savez, donc maintenant, c'est que les mâles sont haploïdes. Ça veut dire que si j'élève des mâles avec directement la SDI, donc je fais pondre des mâles par la reine mère de la colonie, je vais avoir des œufs non fécondés, et donc je n'aurai que la partie verte. En d'autres mots, j'aurai que droit à une méiose de la partie verte, mais je n'aurai pas la partie verte et bleue, je n'aurai pas l'interaction que moi j'ai mesurée comme étant hautement résistante. Qu'est-ce qui se passe? Et donc, ces mâles œufs non fécondés, c'est uniquement la partie verte, en sachant que la partie verte est ici, ça c'est chaque fois une méiose, et donc c'est quelque chose où je vais avoir une redistribution des cartes, c'est quelque chose qui va être potentiellement peu résistant ou hautement résistant. Ça dépend de quelle partie en fait a été. Ça dépend de comment dire enfin, il y a une méiose qui s'opère, et donc il y a les gènes les chromosomes qui sont redistribués. Je sais que cette colonie est bonne. Si elle est bonne, c'est parce que, et du côté paternel et du côté maternel, c'est bon. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais élever un lot. Je vais élever des filles qui auront un matériel génétique similaire aux ouvrières de la colonie. J'avais évalué le comportement des ouvrières, celui qui était bon. Donc, je vais élever des filles de cette SDI, des filles de cette reine, qui seront donc des sœurs de mes ouvrières. Et ça, ce lot de F1, donc de filles, je vais les faire féconder à un endroit, fécondation naturelle. Et je vais les faire féconder à un endroit avec idéalement déjà de la résistance. Si pas, c'est pas grave, mais c'est juste, ce sera un petit peu plus compliqué de détecter les bonnes. Mais je vais faire féconder ça dans un endroit avec de la résistance. Et comme ça, j'aurai ici par exemple une fille F1. Et si j'élève des mâles avec cette fille F1, j'aurai donc de nouveau des œufs non fécondés. Cette fois, j'aurai intégré la partie bleue et la partie verte de ma reine de départ. Donc, c'est-à-dire, je vois qu'ici, la génétique, en fait, est similaire à celle des ouvrières qui étaient bonnes et évaluées. Donc, ici, c'est quelque chose de classique en élevage chez les abeilles. Ça revient à dire quoi, ce schéma? Ça revient à dire que les faux bourdons, ici, ils ont un matériel génétique qui est issu de leur mère spermathèque exclue, donc uniquement la partie bleue et la partie verte, mais du coup, de leur grand-mère spermathèque inclus, donc c'est cette partie-là et cette partie-là que je retrouve dans les mâles des filles. Ok. Donc ça, c'est très important. C'est qu'on doit sauter une génération pour pouvoir produire des mâles d'une reine. On doit faire d'abord un lot de F1, un lot de filles fécondées naturellement, par exemple. Et puis, on élève des mâles pour avoir des mâles qui sont génétiquement issus de cette reine.
Et on remarque aussi que si je vais regarder les ouvrières, ou en d'autres mots, si j'élève sur des F1, eh bien, je vais embarquer également, ma souris ne veut plus, je vais embarquer également la fécondation naturelle, et donc j'aurai déjà la moitié de la génétique ici, qui sera d'origine non contrôlée. Ce sera les faux bourdons de l'environnement qui vont contribuer à cette génétique. Ce schéma nous montre quelque chose d'extrêmement important, mais aussi de parfois très difficile à mettre en œuvre ou à comprendre. C'est que les mâles vont donner une contribution beaucoup plus importante que les femelles à notre génétique. Parce qu'ils transmettent justement l'entièreté de leurs gènes. Je m'explique. Regardez ici. J'avais la partie verte, la partie bleue. Partie verte, la partie bleue. J'élève un lot de filles, je les fais féconder quelque part, et je n'ai déjà plus que la moitié de cette génétique. Donc ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que c'est le plus grand malheur de tous les apiculteurs. Si vous avez vous achetez une raceuse super bonne, géniale, testée, machin, truc incroyable, et vous allez faire de la reproduction dessus, et vous faites ça dans une station non protégée, votre génération F1, donc les filles que vous allez faire dessus, aura plus que 50% en commun avec cette raceuse. Si vous refaites une fille sur la meilleure de cette génération-là, vous n'aurez plus que 25% de cette raceuse. Donc vous voyez que les mâles occuperont alors 75% donc les deux générations de fécondation latérale occuperont 75% de la génétique, là où la raceuse initiale n'aura plus que 25%. Donc l'effet de sélectionner les mâles va être beaucoup plus important sur la sélection et sur la génétique qu'on a. En d'autres mots, il faut sélectionner par les mâles pour avancer beaucoup plus vite. Si on fait que des pickings, on n'arrivera jamais à quelque chose. Picking et fécondation naturelle, ça ne marchera pas. On n'avancera pas, on sera juste tributaire des mâles qui me volent dans les environs. Alors, dans le schéma sélection, eh bien, donc, on avait cette fameuse reine. Qu'est-ce qu'on va faire avec cette reine? Eh bien, on va élever un lot de filles. Il y a 8 filles F1. Vous voyez, chaque fois la fécondation naturelle, les spermatozoïdes, et puis le spermatozoïde de la mère, hein, donc un œuf fécondé, et puis la partie verte qui est donc la partie qui vient de la mère non fécondée, donc issue de la méiose. Donc si on regarde toutes ces filles fécondées, donc avec chaque fois l'œuf non fécondé et puis la partie fécondation naturelle, qu'on les fait féconder au même endroit au même moment, eh bien, on espère avoir une fécondation naturelle, on va dire, similaire, donc en d'autres mots que la partie jaune, la spermathèque de chacune de mes F1 que j'ai élevées, soit similaire. Okay. Si c'est similaire, eh bien, on va se rappeler que la partie bleue, comme ma reine mère était une SDI, la partie bleue est identique génétiquement. C'est tous les spermatozoïdes de mon unique mâle utilisé. Donc la partie bleue est identique. En d'autres mots, la seule chose qui va vraiment varier là-dedans, c'est la partie verte. La partie verte qui est issue donc de ma méiose, qui est issue de mon œuf non fécondé juste avant qu'il soit fécondé par les spermatozoïdes. Donc la partie verte va varier fortement. Et donc en fait, quand on fait un lot de F1, on va sélectionner sur la partie verte. Et on peut avoir des colonies qui présentent très peu de résistance, mais qui ont par exemple une production en miel absolument géniale. À l'opposé, on peut avoir des colonies qui sont extrêmement résistantes, comme ici, mais qui ne produisent pas de miel. Et enfin, on peut avoir le bon équilibre entre les deux, c'est-à-dire des colonies qui vont produire énormément de miel et qui vont en plus avoir énormément de résistance. Et c'est en, de nouveau, testant chacune de ces filles et en disant celle-là, elle n'est pas bonne parce qu'elle n'a pas de résistance. Celle-là, elle a de la résistance, mais elle est SME. Celle-là, elle a de la résistance, mais elle ne produit pas de miel. Celle-là, elle a de la résistance, mais elle n'est pas douce. Eh bien, on va pouvoir prendre là où les ruches à mâles qui possèdent le meilleur des deux mondes, la production qui est bonne et la résistance qui est présente. Et c'est uniquement avec ces colonies à mâles-là qu'on va élever des mâles qui auront donc la génétique de leur grand-mère, mais le meilleur de la génétique de leur grand-mère. Ça, c'est à cause de quoi? C'est parce que dès qu'on fait un lot de filles, eh bien, on va avoir une méiose, donc une redistribution des cartes au niveau de la demi-boule verte, et donc on va se retrouver avec des difficultés et de la mauvaise qualité si on utilise les mauvaises ruches à mâles.
Donc, deux conclusions. Un, la sélection par les mâles marche le plus vite et va avoir une contribution beaucoup plus importante à la génétique de mon cheptel. Et deuxième chose, pour pouvoir sélectionner pour la résistance ou pour n'importe quoi, il faut élever un lot de filles fécondées idéalement au même endroit, au même moment ou inséminées avec la même lignée. Et il faut regarder lesquelles présentent les meilleures caractéristiques et continuer à élever des mâles uniquement avec celles-là. Pratiquement, ça revient à quoi? Je vous l'ai déjà dit, on élève un lot de filles F1, on fait une fécondation naturelle ou une insémination le plus homogène possible, donc fécondation naturelle au même endroit au même moment, ou insémination avec une ruche à mâle, idéalement avec de la résistance à l'intérieur. Évaluation en continu des colonies en production pendant au moins une saison. Et c'est là qu'on fait notre sélection de la résistance et des autres caractéristiques. On regarde à l'issue d'une saison, est-ce qu'il y a une croissance de varroa à l'intérieur de la colonie? Est-ce que je dois la traiter? Ça, c'est la première question. Suivi phorétique, 2, 3 échantillons en fin de saison, vérification des symptômes, tout le bazar, pour arriver au mois de septembre à une conclusion, je traite ou je ne traite pas. Deuxième chose, les autres caractéristiques, bah, ça c'est quelque chose qui se fait naturellement. Si vous avez un rucher, même de 5 ruches, vous pouvez dire, bah, celle-là, elle a fait le plus de miel. Je pense pas qu'il y ait beaucoup d'apiculteurs qui puissent pas dire laquelle est la plus douce de son rucher, laquelle a eu le moins de sémage, laquelle a eu le plus de miel. Donc ça, tout le monde fait déjà de la sélection sans vraiment de façon rigoureuse ou quoi, mais donc l'objectif c'est simplement de noter ce qu'on voit pendant la saison. Hein, on revient des ruches, on a tout fraîchement dans la tête, ou alors à chaque ruche on a un carnet ou on a un carnet, une page par ruche, ou alors on a une carte par ruche, ou alors on a un logiciel de gestion des ruches qui permet de noter tout ça. Donc quelle que soit la façon, on note ce qu'on voit pendant la saison. En fin de saison, on sait déjà que même avant de prendre un échantillon phorétique, il y a déjà une partie des colonies, de toute façon elles sont pas assez bonnes. Et dans celles qui étaient jugées les meilleures en production, on va regarder lesquelles vont avoir une croissance en varroa très faible, voire nulle. Et c'est là qu'on va utiliser comme source de mâle pour les stations de fécondation et les inséminations. Sur le planning d'une saison, pour reprendre la même chose que pour les SDI, la première année, on doit générer nos F1, donc on va faire de l'élevage de reines sur les meilleures raceuses. On les fait féconder idéalement au même endroit, au même moment. Et puis, on va les hiverner en ruche de production. Soit on fait des ruchettes, des dessins, quelle que soit la méthode, elles sont prêtes à l'hivernage dans une ruche de production. Et puis, l'année d'après, on va évaluer les colonies en production. On va regarder si on va remplir une fiche d'évaluation pour chacune des colonies et on va regarder les phorétiques en fin de saison avec au moins un, mais l'idéal, c'est quand même de prendre 2 à 3 échantillons phorétiques. Et puis, on va faire passer l'hiver au meilleur, en absence de traitement idéalement, mais quand on a des nouvelles lignées avec pas beaucoup de résistance, parfois il y a un traitement qui est nécessaire. Alors, on prend les colonies avec le taux phorétique le plus faible, mais souvent, ce sont quand même des colonies qui n'ont pas été traitées. Et comme ça, l'année d'après seulement, on pourra élever des mâles dans ces colonies, continuer l'évaluation, et comme ça, on aura une sélection d'autant plus forte si on prend des données sur 2 ans. Donc ici, qu'est-ce que ça revient à faire? On a des colonies. Donc, on a une raceuse, on aimerait des mâles de cette raceuse, mais on n'aimerait pas n'importe quel mâle, on aimerait les meilleurs. On élève un lot de filles, on évalue les filles, on regarde lesquelles sont les meilleures, et on garde uniquement celles-là, et avec celles-là, on va élever des mâles, que ce soit pour alimenter les environs ou pour faire des inséminations ou pour amener une station de fécondation, on va utiliser surtout ces mâles-là. Et c'est comme ça qu'on sélectionne donc les ruches à mâles dans le cadre du projet. Pour le revoir d'un point de vue génétique, imaginons qu'on ait donc une reine qui soit pas encore très résistante, hein, elle est à 75. 75, c'est la limite à partir de laquelle on considère qu'on ne doit plus traiter la colonie indépendamment de l'environnement. Hein. Donc même si on a un environnement qui va avoir une réinfestation intense, on a des voisins qui ne traitent pas, on a des colonies au sein du même rucher dont certaines ne sont pas résistantes et qui vont avoir une croissance illimitée en varroa. Donc, indépendamment de l'environnement, à partir de 75% de résistance, on considère que la colonie ne court aucun danger du tout. Entre 50 et 75%, là, on va être plutôt dans le cas de figure où on peut avoir une croissance, il y a une croissance de varroa légère,
freinée mais légère. Et en fonction de l'environnement, on pourrait avoir des soucis ou pas. Des expériences de données, enfin des données récentes montrent que même à 50%, le seul effet qu'on aura, malgré une infestation très forte de l'environnement, mais même à 50%, on a une diminution de la force de la colonie, mais une légère diminution de la force de la colonie. On passe d'une colonie sur 10 cadres à une colonie sur 8 cadres au printemps. Donc, on a une diminution de la colonie, mais pas une diminution très forte. En tout cas, la colonie n'a pas vraiment de réel danger de passer l'hiver. Donc, on a cette reine, cette raceuse, un séminaire seul mâle avec 75% de résistance et on élève des filles dessus, des reines vierges. Et en fonction de notre hypothèse de deux gènes responsables de la résistance, on va avoir donc des reines vierges qui vont avoir reçu très peu de résistance, les mauvais gènes, moyennement de résistance et énormément de résistance. Si on part de ce schéma ici, où ça représente les cellules de la reine, hein, ça c'est là où la méiose s'opère. Ça, c'est le mâle qui a servi donc à féconder notre reine SDI. Et on voit que les croisements possibles, c'est soit on a chopé tous les vers V, c'est-à-dire le gène VSH est présent, soit on n'en a chopé aucun du côté maternel et alors on est dans le cas de figure ici, soit on a chopé un des deux et alors on est dans ce cas de figure-ci. Donc on a élevé des reines, on a des reines vierges, on est super heureux, on est content, mais évidemment, c'est pas marqué sur leur front quel est leur taux de résistance, et donc on doit mettre en place la procédure de fécondation dans un environnement idéalement avec de la résistance, et on obtiendra des colonies 50 fois 75, 62,5, 75 fois 75, 75, 100 fois 75, 87,5. On a des colonies donc qui vont être de 3 niveaux de résistance différents. Et on va voir que la croissance en varroa va être différente. Ici, ce sont des valeurs indicatives, ce ne sont pas des valeurs confirmées, parce que de nouveau, il y a tellement de facteurs qui jouent que c'est impossible de vraiment catégoriser comme ça. Mais ce qu'on va voir en tout cas, c'est que certaines colonies vont avoir une croissance plus élevée, d'autres colonies une croissance moyenne, et d'autres colonies une croissance quasi nulle, voire nulle de varroa. Et ce sont que dans ces colonies avec une croissance très faible de varroa, où également on a été mesurer la production en miel, la tendance à l'essaimage, la douceur, qu'on va donc utiliser et qui vont nous produire une grande proportion de mâles avec donc le plus de résistance possible, donc des mâles avec énormément de résistance. C'est comme ça qu'on sélectionne donc, sur un lot de filles d'une seule lignée, on va regarder avec fécondation naturelle, avec de la résistance, la ségrégation en termes de phorétique et on regarde celles qui ont le moins de croissance, le moins de varroa en fin de saison. On va combiner ces données avec la valeur en production et comme ça, on aura sélectionné nos meilleures ruches à mâles. Alors, je reviens sur l'importance d'avoir une fécondation naturelle avec déjà de la résistance. Évidemment, quand on démarre dans le projet, c'est impossible. Et voilà, on fait sans, c'est pas grave, entre guillemets, parce qu'il y a moyen de faire, il y a moyen de faire sans, mais les données vont être moins fiables. Mais donc, pourquoi est-ce qu'on a besoin de ça? Parce que vous vous rappelez qu'on parlait de non-reproduction. Et le problème, c'est que dans une population en varroa, le taux de non-reproduction va être variable. Il va être variable, je vous avais parlé de 5 à 20%, mais quand on arrive en fin de saison, ce taux de non-reproduction peut augmenter encore plus. Et donc, quand on a une colonie vraiment avec un taux d'infestation en varroa énorme, on a aussi beaucoup de varroa malades, et ces varroa malades, ça va être un taux de non-reproduction plus élevé. Mais ce que je vous demande de regarder surtout, c'est ce taux de non-reproduction. Donc nous, ce qu'on mesure, on va mesurer le taux de non-reproduction, et on va regarder la diminution du taux d'infestation entre vieux et jeunes. Mais regardez ce taux, ici on passe donc dans les catégories, on va dire faiblement résistants, de 0 à 50. On passe de 20 à 25 et de 25 à 33. En d'autres mots, on n'a que 5% et on n'a que 8% de différence entre ces différentes catégories. Rien que ça, combiné avec la variabilité naturelle du pourcentage de non-reproduction, fait qu'il est difficile de différencier entre des colonies possédant aucune résistance et possédant un petit peu, voire moyennement la résistance. Et on observe le même cas de figure en production, c'est-à-dire que dans tout ce qui est faiblement, moyennement résistant, on a ce problème de, quelque part, de difficulté à mesurer, enfin,
on va regarder les phorétiques en fin de saison. On a des phorétiques, on va avoir des différences faibles. On risque d'avoir encore beaucoup de colonies qui ont besoin d'être traitées quand on est dans ces catégories-là. Et donc, on ne peut pas mettre de côté la variabilité naturelle de croissance de varroa dans les colonies quand on est dans les moyennes. À partir du moment où on arrive à 50 ou plus, là, ça se confirme bien, c'est-à-dire que ce sont des colonies qui, la plupart des années, ne devront pas être traitées, contrairement à leurs sœurs qui sont là, par exemple, où ça devrait être le cas. Ce que j'essaie de dire, c'est que commencer un projet avec aucun niveau de résistance est plus compliqué parce qu'on se retrouve là-dedans et que là-dedans, c'est difficile de différencier entre les colonies. Il y aura peut-être des questions là-dessus, mais je vais essayer de garder suffisamment de temps pour les questions. Ça veut dire quoi? Donc, je reprends en pratique. On fait 15 reines vierges sur une SDI. On les fait féconder à Zéland chez une station de fécondation résistante de Fastan en Belgique. On prend 2 échantillons phorétiques, une évaluation complète. On regarde, on trie simplement par échantillon phorétique. En fin de saison, on regarde les meilleurs. Et puis, on a fait déjà notre tri pour la résistance. Et à ce moment-là, dans ces colonies, si l'évaluation est bonne aussi, on est content, on a tout ce qu'on voulait. Évidemment, si on fait ça, mais on n'en fait pas 15, on en fait 5, eh bien, on aura un pouvoir de sélection beaucoup plus faible. On aura beaucoup moins de chances de tomber sur les quelques colonies exceptionnelles. Et donc, j'introduis ici une notion toute bête, c'est la valeur en élevage, qui va en fait nous donner simplement sur quelle taille de cheptel on travaille. Si on travaille sur 5 ruches, on aura un pouvoir de sélection beaucoup plus faible que si on travaille sur 500 ruches. Quand on a 500 ruches, on va pouvoir produire sur chaque lignée un grand nombre de colonies et sélectionner sur chacune des lignées vraiment le top du top au niveau de la génétique. Ici, imaginons qu'on ait 3 colonies qui étaient bonnes au départ des 15, eh bien, on a le top 20% de cette lignée. On collabore avec des professionnels en France, mais aussi en Italie. Et en Italie, notamment, on a la chance de travailler avec des professionnels qui ont un cheptel assez conséquent. Hein, ils ont à peu près 10 000 ruches de production ensemble. Et là, chaque année, ils reçoivent le meilleur de la génétique belge pour pouvoir élever grosso modo 300 reines en production, fécondées dans une station de fécondation pas tout à fait étanche, mais relativement étanche. Et chaque année, ils évaluent ainsi un grand nombre de F1 et ils font une sélection sur les ruches à mâles. Ce qui nous amène en fait au schéma de base, avant de passer au résultat, au schéma de base de sélection. Donc, imaginons, je commence avec une nouvelle abeille, je commence dans une nouvelle race. Imaginons, je commence avec la Ligustica. Ligustica, encore de sélection d'abeilles résistantes. J'ai des reines, et qu'est-ce que je vais faire? Je vais regarder, peut-être déjà faire un screening, regarder dans ma population initiale. Est-ce qu'il n'y a pas quelques raceuses, quelques reines qui ont un taux de croissance un petit peu plus faible? Et avec ça, je vais croiser en insémination à un seul mâle, je vais croiser sur quelques générations. Je vais croiser des SDI en faisant varier chaque fois les mâles, en faisant la consanguinité pour faire augmenter mon taux de résistance. C'est ce qu'on a vu dans la première partie avec la sélection via les SDI, comptage en couvain. Même si on parle d'une population avec en moyenne 22,5%, en une génération, on devrait pouvoir être capable, en faisant suffisamment de reines, de sortir les quelques mâles finalement et femelles, donc les quelques combinaisons qui avaient le plus de résistance. Et le problème est qu'il faut produire des mâles. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, dans le cadre de l'Italie, on va leur envoyer des œufs ou des colonies des meilleures raceuses en SDI. Donc, je reprends mon cas de figure en Ligustica. J'ai des SDI et puis j'atteins 75% de résistance dans une ou deux SDI. Je suis super content, mais je dois avoir maintenant des mâles hautement résistants. Et donc, je vais élever sur ces SDI des ruches à mâles où je vais faire une sélection sur base des taux phorétiques et sur base de la croissance dynamique, comportement, miel, essaimage et, si nécessaire, comptage en couvain. Et ces colonies à mâles, c'est-à-dire un des travaux que font les apiculteurs italiens, vont servir pour la station de fécondation, mais surtout aussi, je vais pouvoir prélever du sperme dans ces ruches à mâles. Du sperme qui sera, on va dire, sélectionné, hein, c'est des ruches à mâles sélectionnées, et donc c'est du sperme qui va me permettre de faire des inséminations multimâles, hein, du sperme qui va être plus homogène en termes de caractéristiques, plus homogène en termes de résistance. Et donc là, je vais pouvoir repasser dans un schéma classique où j'ai dû utiliser des SDI pour augmenter
mon taux de résistance, je fais des ruches à mâle, je les sélectionne, et je suis déjà 4 ans plus tard, en fait, puisque le temps de sélectionner les ruches à mâle et puis de l'année d'après produire, je vais pouvoir faire des inséminations multimâles avec cette génétique, et donc passer dans un schéma classique qui fait en fait un échange entre insémination multimâle testée en production, insémination, et puis fécondation naturelle F1 et test en production aussi. Comme ça, j'ai l'échange classique, on va dire, reine inséminée et producteur de mâle. Qu'est-ce que ça donne? Ici, c'est un exemple, mais il y en a des nombreux. En Italie, ils ont une pression en varroa fort importante. Et ils ont une pression vraiment beaucoup plus forte qu'en Belgique. Et donc, on va dire, une des choses qui avait été reprochée au projet, vu d'autres études indépendantes de celles menées par Arista. Donc, il y avait d'autres études qui montraient que quand on avait de la résistance à un endroit donné, qu'il suffisait de bouger la ruche et de l'emmener dans un autre environnement, de l'emmener dans un autre climat. Et ça ne fonctionnait plus du tout. Et en fait, ce sont des exemples souvent aussi avec des projets de sélection massale en fécondation naturelle, où il y a d'autres caractéristiques qui apparaissent, des caractéristiques plutôt de tolérance à varroa que de résistance. Tolérance, ça veut dire quoi? Ben, tolérance, ça va être des nids à couvain plus petits, moins de couvain durant une année, des proportions à l'essaimage importantes et en faible quantité de la résistance. Mais donc, fatalement, quand on amène ces colonies, qui sont souvent d'ailleurs dans un environnement faiblement infesté, donc avec une densité de ruches faible, quand on les amène dans un environnement fortement infesté avec une densité de ruches forte, les caractéristiques de tolérance ou de résistance ne suffisent plus et donc les colonies meurent à cause de l'infestation. Ici, on fait une sélection avec un comptage en couvain où on artificiellement ajoute des varroas et donc les mesures qu'on fait sont beaucoup plus, on va dire, homogènes et sont beaucoup plus fiables. Et donc en Italie, quand on a envoyé en 2019 pour la première fois notre génétique et qu'ils l'ont testé pour la première fois en 2020, ils étaient très surpris parce qu'il y avait déjà une grande proportion de ruches qui n'avaient pas besoin de traitement au terme de la première année, ce qui était impensable chez eux, puis qu'ils doivent traiter déjà au mois de juillet et qu'ils sont dans un environnement ultra infesté avec une densité de ruches énorme. Et donc, ici, ça, c'est un des exemples de colonies qui ont vécu, de reines qui ont vécu quand même longtemps. Elles sont fécondées en avril 2019. Et ça, ce sont tous les échantillons ferrétiques qui ont été pris en absence, évidemment, de tout traitement et dans un environnement avec transhumance, mais ultra saturé en varroa. Donc, c'est une colonie qui a produit suffisamment de miel pour qu'il la garde, qui était bonne en production, qui avait un bon développement. Et vous voyez qu'on reste sous les 1% durant toute la vie. Et il y a une augmentation légère en août, c'est-à-dire au moment où il y a une réinfestation importante. À partir de juillet, ils ont déjà une réinfestation forte. Et donc, il suffit qu'ils n'aient pas traité un rucher en juillet à temps. Et toutes les colonies, évidemment, dans ce rucher subissent une réinfestation. Mais les varrois, au fur et à mesure qu'ils rentrent dans la colonie, sont jetés dehors du vieux couvain jetés dehors du couvain, et donc la colonie ne souffre pas du varroa. C'était une des questions posées, d'ailleurs je reviens dessus. On se dit, c'est génial, on a une colonie qui nettoie la reproduction, mais du coup, elle va aussi affaiblir la colonie, puisqu'on produit moins de couvain en général. Eh bien, réfléchissez plutôt à l'inverse. Réfléchissez à la quantité d'abeilles qui est affectée par varroa dans une colonie de production au cours d'un an. On parle toujours des fameux 1500, 2000 œufs en pleine saison pondus par la reine. Imaginez qu'à ce moment-là, au printemps, on a un taux d'infestation de seulement 3%. Mais imaginez chaque jour 3% de 2000 qui est infesté par varroa. Et faites la somme de tout ça sur une saison. On dépasse la centaine de milliers d'abeilles qui va être affectée dans une colonie par varroa. Maintenant, reprenez cet exemple et allez dans une colonie résistante où ce qui va se passer, c'est que dès qu'un varroa rentre dans le couvain, la nymphe va être détruite, mais sa reproduction va être empêchée. En d'autres mots, si on part d'un environnement tout à fait propre, s'il y a des varrois présents, très vite, ils vont mourir, vider leur spermatèque, et on va avoir les varrois qui sont présents comme ici, comme un bruit de fond. 0, 1 varroa sur 300 abeilles, 2 varrois sur 300 abeilles. Et c'est ce genre de colonie, donc qui désopercule très peu quand il y a peu de varroa, mais qui maintient un taux très bas, ce n'est que quand il y a une période de forte réinfestation que ces colonies vont commencer à désoperculer plus. Mais elles vont cibler les cellules qui possèdent
du varroa reproducteur. En d'autres mots, elles vont être sélectives dans leur nettoyage, ce qui permet d'obtenir un nettoyage très spécifique et que chaque fois qu'un varroa tente de se reproduire, il est coupé. Donc l'effet, l'impact sur la colonie est, on va dire, minime. J'ai déjà eu des colonies qui avaient ça. J'ai déjà eu des colonies qui étaient dans, voilà, ici l'an passé, un exemple type, deux colonies issues du programme de résistance et au milieu des deux, une colonie non résistante avec un taux d'infestation gigantesque. J'ai traité ma colonie assez tard, ma colonie au centre des deux. Ah, je pense qu'il y a un problème de connexion là. Oui, effectivement, on a perdu Sacha. Sacha, si tu nous entends, l'image est figée, on t'entend plus. Peut-être fermer la caméra ou... Moyen de le contacter en ligne directe. Mhm. On a complètement perdu. On va se reconnecter, puis je pense qu'on va pouvoir passer aux questions aussi. J'essaie de voir hein, si je peux le contacter. Euh, euh, j'ai le- Je suis en train de grouper un petit peu les questions. En gros, il y a quatre thématiques qui émergent, qui concernent la sélection de ses comportements VSH au sein de son cheptel, parce qu'il y a des méthodes. Je vais revenir après dès que Sacha va se reconnecter. Comment détecter ses comportements VSH? Deuxième thématique, ça va être quelques inquiétudes sur la sélection VSH par rapport à d'autres critères de sélection et plus généralement par rapport à la diversité génétique. C'est des questions relatives à la diversité génétique des populations de varroa. Ouais, en gros, est-ce qu'il y a différents types de varroa concrètement? Et enfin, comment accéder à cette génétique VSH? Donc, j'espère que Sacha revient. C'est bon. Voilà, désolé, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ouais, Connexion, j'ai été déconnecté. bah ouais, tu t'es retrouvé figé à un moment et on n'a pas compris non Oui, plus. oui. Mais c'est ma connexion, tout à Ouais, coup, ouais, zéro. je pense hein, parce que il y avait quelques petits problèmes de son par moment, donc je pense Ah que la oui, connexion était un petit peu limite. ah ok, pourtant je suis à côté du routeur, désolé. Ici, Mhm. ici comme ça va? Oui. Bon. Alors, on a pu en partage l'écran. Alors, je vous redonne la main. Ah, Tu encore à peu près en temps pour 10 l'intervention? minutes, 10 minutes. Moi, je vais faire plus court que 10 minutes, je vais passer vite sur les résultats. Ça va? Oui, parce qu'il y a pas mal de questions quand même. Je vois, mais c'est bien. Je préfère répondre aux questions que de vous raconter tout ça. Mais donc, on arrive au bout. En Italie, pas de traitement, pas de varroa, malgré un environnement plein et des ruchers où on retrouve autant de varroa. Station de fécondation, on a commencé ça en Belgique aussi, ici dans le sud du pays. Au niveau des résultats, juste pour vous donner une indication du travail effectué, par an, au départ, quand on a commencé en 2014, on a dû ouvrir moins de 10 000 cellules de couvain pour vérifier la résistance. En 2023, on est à plus de 140 000 cellules de couvain ouvertes pour tous les groupes en Wallonie, donc en un an, c'est-à-dire en fait en 2 mois. Donc le nombre de colonies résistantes hautement résistantes en vert, moyennement résistantes en orange, faiblement résistantes en rouge. Euh, on voit que on essaye de rester aux alentours de un tiers, un tiers, un tiers.
c'est un bon équilibre entre avoir suffisamment de résistance et surtout avoir un apport de nouvelles génétiques parce que sinon on se retrouve en consanguinité et on ne peut plus avancer. Donc on voit bien qu'on essaye de rester aux alentours de ce un tiers, un tiers, un tiers pour avoir un équilibre entre nouvelles génétiques et génétiques avec beaucoup de résistance. Donc ici, ça c'est en Buckfast, ça c'est en Carnica, en Belgique, où on a malheureusement peu d'éleveurs qui participent. Ça c'est en abeille noire, où on a un petit peu plus d'éleveurs, mais le travail est aux alentours de 30 colonies qui sont comptées dans le couvain par an, donc ça reste vraiment très faible. Ça c'était un exemple concret de reines inséminées avec le sperme ramené d'Italie, donc de ruches à mâles sélectionnées. Et on voit en bleu les données qui ont été mesurées. Donc, on est à moins de 1% pendant toute la saison. Et en rouge, ça c'est selon le modèle de Randy Oliver que vous connaissez peut-être, qui est un modèle de dynamique de population de varroa. C'est les quantités qu'on devrait avoir en Belgique. Hein. Donc, en août-septembre, on devrait être à 10% de phorétique. Et dans les colonies résistantes, on est à 0,5. Deux choses pour faire un programme de sélection de résistance. Insémination avec le sperme d'un seul mâle, combiné à la sélection des ruches à mâles. Et en faisant ça, la résistance augmente rapidement et permet d'avoir des colonies inséminées multimâles ou fécondées naturellement en station qui n'ont plus besoin d'aucun traitement ou d'aucune forme de diminution de la varroise, donc de biotechnique ou autre. Tout ça avec un logiciel qui permet de rassembler les données, une base. Et donc, ce fameux schéma, donc on démarre avec du stock nouveau, on fait des inséminations SDI, on fait des ruches à mâles qu'on teste. Et puis, une fois qu'on a du ruches à mâles testé, on peut faire des inséminations multimâles. Et alors, on est dans un schéma classique où les raceuses ne sont plus des SDI, mais bien des MDI, donc plus des inséminés à un seul mâle, mais des multimâles. Parce que dans le cadre des SDI, c'est génial parce qu'on se rend compte qu'on augmente très rapidement les résistances, mais on est plus ou moins aveugle aux autres caractéristiques. Et donc ça, c'est vraiment pour de la nouvelle génétique avec aucune résistance. Mais une fois qu'on est dans le programme et qu'on a de la génétique avec déjà deux ou trois générations SDI, on passe vraiment dans le schéma multimâle F1, multimâle F1, c'est-à-dire on travaille de génération en génération en multimâle, en assimilation multimâle, et on produit des F1 qu'on utilise après évaluation. Donc, tout ça pour dire que, on augmente leur résistance sur la génétique de pure race non résistante. Pour ça, il faut faire des SDI plusieurs générations et puis des F1 qu'on sélectionne. Et une fois qu'on a des ruches à mâles sélectionnés de plus en plus, on peut faire un schéma classique où on consolide les lignées avec des ruches à mâles testés en MD. Voilà, c'est l'adresse mail de mon collègue, mais c'est tout pareil. Donc, il y a moyen de s'impliquer de plusieurs façons différentes. Maintenant, il faut évidemment voir pratiquement parce que nous sommes subsidiés par la Wallonie et donc ce qu'on cherche surtout en France, ça va être des professionnels qui sont rodés en élevage de rennes, qui ont un cheptel suffisamment grand, qui font idéalement déjà de la sélection et où il y a déjà de l'insémination et où il y a une station de fécondation. Hein, c'est une des suivantes conditions, on va dire. Et donc avec lesquels on peut, en 2-3 réunions par an, soit leur faire démarrer un projet de leur côté, soit leur donner de la génétique du projet, en sachant que la condition est qu'il n'y ait pas de vente de cette génétique. Je termine par une citation de Randy Oliver, ce fameux scientifique américain avec son modèle. Et on ne fait pas partie de la solution de sélectionner des abeilles résistantes à varroa. Alors on fait partie du problème. En d'autres mots, si on utilise le système non durable de traitement, etc., et qu'on ne mesure pas les taux de résistance dans nos colonies, alors on fait partie du problème. Voilà. Maintenant, on a le temps de regarder pour les questions. Ok, Il y en a un merci paquet. pour ces... Mais par contre, elles n'apparaissent plus ces- chez moi, les questions. D'accord, mais de toute façon, bon, Anthony avait commencé à regrouper un certain nombre de questions, donc je vais te donner la parole, Anthony. Ouais, du coup, il y avait pas mal de questions, mais la conclusion, il répond partiellement. Là, c'est relative à la sélection de comportement VSH au sein de son propre cheptel. Donc, on a vu que c'était un travail assez énorme. Est-ce que c'est possible à l'échelle individuelle de le réaliser?
Oui, c'est possible. Il faut juste se former en comptage en couvain, mais donc je pense que chacun fait la sélection. Il faut évidemment avoir un minimum, enfin, l'élevage de rennes est quand même important, parce que si on ne sait pas reproduire ces meilleures raceuses, on ne sait pas aller très loin. Et donc, l'idée est simplement d'année en année de regarder non seulement laquelle a fait le plus de miel, laquelle a été la plus douce, a été la moins essaimeuse, mais de regarder aussi euh, laquelle a fait le moins de varroa. Et pour ça, la méthode la plus précise, ça reste le comptage en couvain, où on va regarder dans le couvain ce qui se passe en fin de saison. Et on va regarder donc quels sont les taux d'infestation et quelle est la non-reproduction. Ce genre de formation, on les donne en ligne. On a toute une bibliothèque de formation, de conférences et aussi de formation euh, sur les différentes étapes du projet, tout ça enregistré. Donc, pour ça, il suffit de se faire membre et de demander l'accès aux enregistrements. Et alors, vous pouvez vous former de votre côté et commencer à travailler sur la sélection avec comptage en commun. Donc, ouais, il n'y a pas nécessité d'aller accéder à de la génétique extérieure pour développer, parce qu'il y a le cas d'Amalia notamment qui est à La Réunion. Euh, et donc, il y a une espèce endémique, Mhm, Pismellifera unicolore, et du coup, tout import extérieur est exclu, en fait. mhm. Donc, ça reste possible Oui, tout de à fait. Ben, le sélectionner. projet ici, il a commencé avec de la génétique, on va dire non résistante. Aux États-Unis, ils ont commencé avec des colonies où ils voyaient qu'il y avait quelque chose, hein, mais juste léger, mais en croisant ça, ils ont réussi à obtenir des taux de résistance importants. En Europe, comment est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a travaillé avec un import de sperme de cet endroit aux États-Unis, mais on a cherché au fur et à mesure du temps à éliminer cette génétique parce qu'elle était absolument dégueulasse en production. C'était des colonies où il y avait, c'était les seules colonies où il n'y avait pas de neige sur les toits de ruches en hiver. Et donc, il y avait des couvains toute l'année quasiment, elles étaient agressives et s'émeuvent, donc on n'avait que la résistance dedans. Et ça, c'est quelque chose qui, depuis longtemps, a été retiré complètement. Maintenant, on a des choses qui sont proches de l'idéal Buckfast en termes de production et qui combinent aussi avec la résistance. C'est juste une question de travail. C'est possible dans toutes les races, c'est présent dans toutes les races, mais c'est une question de travail. Et il se peut qu'à La Réunion, ben, il y ait déjà un comportement de résistance qui soit présent, comme ça a été le cas dans pas mal de sous-espèces en Afrique, où finalement le varroa est arrivé. Euh, Aucune sélection, aucun traitement et tout, sélection, on va dire, naturelle. Et en quelques années, la population s'est restaurée au niveau initial avant l'arrivée de varroa, parce il y avait il y avait suffisamment de résistance dans la population initiale et il y a eu une forte sélection naturelle qui a permis ça. Évidemment, en Europe, c'est impossible. Et en plus, on a sélectionné pour que du couvain très fermé, du couvain fermé sans trou. Ce qui fait qu'en fait, on a quelque part désélectionné pour la lutte contre la varroise, le comportement hygiénique. Et donc maintenant, on fait à l'envers. Le couvain des colonies résistantes n'est pas du tout aussi fermé. On voit des petits plic-plocs, des trous, on va dire, des cellules sans couvain au sein du couvain. Et ça, c'est un bon signe. Je pense que ça rejoint aussi ces questions sur l'inquiétude, en effet, de cet appauvrissement génétique et, euh, et d'un risque de voir apparaître d'autres fragilités. Mhm. Oui, oui. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on est parti d'une génétique, on va dire, bien déterminée, mais que ça fait longtemps, ça fait déjà des années qu'on utilise du stock Buckfast classique, Marken, Brandstrup, enfin, toutes des sources, on va dire, classiques de génétique dans le projet, et qu'on démarre la sélection avec ça parce que on sait bien que en fait, la génétique, quand on regarde la génétique au niveau des abeilles, elle est très riche quand on regarde à l'échelle d'un territoire, mais quand on regarde à l'échelle des professionnels, finalement, elle est relativement pauvre parce que l'approvisionnement se fait toujours via les mêmes sources. C'est toujours les mêmes éleveurs. Il n'y en a même pas 10 en Europe, des grands éleveurs et sélectionneurs. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la génétique, finalement, est quand même relativement identique. Et donc, nous, on essaye évidemment de contrer ça en permettant un développement de plus grand nombre de lignées possibles et d'aller chercher toute la génétique existante et de l'intégrer au sein du projet. On a vu que pour détecter les comportements VSH, ben, la principale méthode était le comptage dans le couvain, donc qui reste assez quand même fastidieux, chronophage. C'est un gros travail. Est-ce qu'il peut y avoir des signes plus visuels
qui permettent de détecter ces comportements. Et aussi une question de Lisa Ribins, là, est-ce que la présence de couvains chauds peut être un signe de forte concentration de varroa ou signe d'un comportement hygiénique? Oui, alors il y a déjà une partie, la réponse dans la question. Il s'agit d'un comportement hygiénique. Mais la différence par rapport aux autres comportements hygiéniques, c'est que c'est un comportement hygiénique spécifique à Varroa. Et ça, c'est ce qu'on ne retrouve pas dans tous les comportements hygiéniques. Donc, si vous avez de la désoperculation dans les colonies, c'est que vous avez un comportement hygiénique. Pour savoir si c'est un comportement hygiénique spécifique à Varroa, vous devez regarder à l'intérieur de cellules. Vous devez regarder si vous trouvez des excréments de varroa. Vous devez voir si vous avez encore des morceaux de nymphes, si vous avez des œufs ou bien des parties de varroa ou quoi. Mais non, le comportement hygiénique ne suffit pas du tout. Il faut un comportement hygiénique spécifique. Et c'est pour ça que c'est parfois difficile. Il faut avoir de l'expérience. Il faut avoir vu ça suffisamment de fois parce que ce qu'on voit, c'est de la désoperculation. Comme je disais, au jour 5 et 6 après operculation des cellules, on voit ça vraiment à cet âge-là. Et quand on retire les nymphes, il faut qu'on trouve un varroa en train de se reproduire à l'intérieur. Et là, on est dans la bonne direction. Comptage en couvain pour mesurer le VSH, oui, mais nous, ce qu'on fait, c'est que quand on a beaucoup de région-production, c'est impossible. En Italie, ils font pas de comptage en couvain. Ils font un suivi des phorétiques, mais ils partent d'une population avec déjà de la résistance. C'est ça la différence. Quand on part d'une population avec de la résistance, alors on fait le suivi phorétique et on sent bien qu'après 1 an ou même idéalement 2 ans, si on n'a pas de croissance de varroa, il n'y a pas d'erreur possible, c'est ça. Donc, il y a moyen de faire une présélection aussi uniquement sur base de phorétique, mais en tenant bien compte que il faut faire attention que ce soit quelque chose qui doit pouvoir se répéter d'une année à l'autre. C'est pas quelque chose qui, oh, j'avais bien traité mes colonies et il y en a une qui par hasard n'a pas fait de varroa. Ben ça, malheureusement, ça risque de ne pas être suffisant. Il y a des cas de sélection de colonies résistantes qui présentent, bon, ça rejoint un petit peu la question de tout à l'heure, mais une plus grande sensibilité à d'autres pathologies. Ça, c'est déjà, j'imagine que cette sélection, du coup, va pas être poursuivie si on constate, mais est-ce qu'il y a déjà eu ce constat de... À notre niveau, non. Mais j'ai eu des échos d'autres projets, on va dire, mais des projets à beaucoup plus petite échelle, que je vais pas. Enfin voilà, d'autres projets de sélection avec lesquels on avait travaillé dans le temps, donc des participants en France qui ont fait une sélection vraiment avec beaucoup de consanguinité et où il y a eu un retour de maladie de couvain. Chez nous, quoi qu'il arrive, on est sans doute en première loge pour détecter ça, puisqu'on regarde ce qui se passe dans le couvain, dans les colonies. Et en observant enfin, de façon continue ce qui se passe, on a déjà observé une fois, 2 fois depuis 2018, en tout cas à mon niveau, et j'ai participé à quasi tous les comptages, j'ai déjà observé 1 ou 2 colonies où il y avait une larve malade. C'était noté dans la feuille de comptage et elle n'était pas utilisée, elle était directement retirée. Donc, mais en Buckfast, c'est très 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 rare. Et en abeille noire, malheureusement, on part d'une population qui est déjà beaucoup plus sensible aux maladies du couvain. Le couvain impâtré est encore un souci bien bien présent. Et donc là, fatalement, en faisant l'insémination d'un seul mâle, ben, parfois c'est des caractéristiques qui sortent très fort dans une colonie. Et alors, pareil, on l'élimine tout de suite de la sélection. Il y avait une question, est-ce qu'on peut revenir sur ce qu'est colonie hygiéniste, SMR et VSH? Oui. Donc, en fait, il faut voir ça à l'envers. Il faut voir ça comme étant quel test effectue-t-on et donc qu'est-ce qu'on mesure. Parce que en effet, c'est un peu fourre-tout de parler de colonies hygiéniques, puis de parler de colonies SMR et puis de parler de colonies VSH. Si jamais je prends une colonie et que je fais un pin test particulier, parce qu'il y a plusieurs types de pin test, et que je vais sélectionner là-dessus, je vais sélectionner sur base d'un certain stimulus qui va me donner des abeilles hygiéniques au pin test. Si je prends une population et que je vais faire un test hygiénique à l'azote liquide, je vais sélectionner cette population sur le test à l'azote liquide qui va être sensible, ben oui, à certaines maladies de couvain. Mais donc, je vais sélectionner cette population sur base du test hygiénique azote liquide. Donc ça, en fait, on va sélectionner via un stimulus différent et donc on va sélectionner un comportement différent. Et ici, ce qu'on fait avec le VSH, et je vais expliquer après la différence avec SMR, ce qu'on fait avec le VSH, c'est on va sélectionner vraiment sur un comportement de nettoyage spécifique où on ajoute des varrois et finalement, la seule chose qu'on veut voir, c'est énormément de varrois dans le jeune couvain, peu de varrois dans le vieux couvain, et il reste que des non-repros. Mais donc, ce qu'on voit, c'est qu'on sélectionne parfois d'autres choses que le VSH
en termes stricts, c'est-à-dire on sélectionne un comportement un petit peu différent. On voit des colonies où parfois il y a très peu de varroa dans le vieux couvain, mais il reste un ou deux reproducteurs. Et donc là, on se dit, mais il y a quelque chose d'autre qui joue, parce que c'est une colonie qui a nettoyé énormément, mais finalement, ce qui reste, c'est pas du non-reproducteur, c'est l'un ou l'autre reproducteur. Et donc, pour revenir sur SMR, SMR, c'est un terme plus général, mais en fonction des endroits où on est, je parle de Kirchheim, par exemple, en Allemagne, on va appeler ça différemment. SMR, c'est au sens large, c'est la reproduction qui est supprimée. Mais nous, on mesure quoi? On mesure pas on mesure un comportement qui va retirer les varrois reproducteurs. Donc, on ne supprime pas la reproduction des varrois, on retire les varrois qui se reproduisent. Supprimer la reproduction, ce serait un effet de couvain où le couvain émet une odeur qui va stériliser le varroa. Et donc, chacun a un petit peu sa vision des choses, de ce que ça veut dire. Certains considèrent que ce qu'on sélectionne, c'est du SMR, parce que finalement, le résultat final, c'est qu'on n'a plus que des varrois non reproducteurs. Mais si on a une colonie, selon notre définition, qui est SMR, on devrait avoir une colonie qui a un taux d'infestation identique entre jeunes et vieux couvains, mais où la proportion de non reproducteurs est beaucoup plus élevée dans le vieux couvain. C'est-à-dire que le couvain, au fur et à mesure de son développement, va stériliser le varroa et donc on n'a que des non-reproducteurs. Nous, ce qu'on voit, c'est qu'on voit la combinaison des deux, on voit une réduction très forte de l'infestation et ce qui reste, c'est du non-reproducteur. Et donc finalement, le terme SMR a été utilisé au départ pour le VSH, dans les années 90, et puis ils ont regardé et ils ont renommé ça parce qu'ils ont pu mettre en évidence le comportement précis. Donc, on parle de VSH en sachant que, en fait, il faudrait arrêter de parler de VSH, il faudrait parler de résistance en termes généraux parce que il y a d'autres comportements qu'on sélectionne aussi. Ok. Il reste peu de temps, donc je vais essayer de basculer Oui, plus sur des désolé, questions relatives à la je suis variabilité long. génétique. Pardon? Oui, je suis long, hein. C'est Non, peut-être non, on appelle en Belgique. c'est très intéressant. Et, si on doit terminer 10h30, là, c'était juste pour essayer de couvrir un peu tout l'ensemble des questions. Des questions relatives à la variabilité génétique au sein de varroa même. Euh, Oui, et est-ce qu'il y a des recherches là-dessus? Et c'est-à-dire des varrois qui sont résistants à la résistance à varroa. C'est ça la non, question? pas nécessairement, c'était plus large comme question. Bon, sur est-ce qu'il existe différentes souches de varroa ou caractéristiques génétiques différentes et qui potentiellement pourraient aussi impacter ces efforts de sélection sur abeilles, qui pourraient modifier les comportements de l'abeille. Pas à notre connaissance, mais le jour où c'est le cas, il faudra qu'on continue à sélectionner les colonies où voilà, la reproduction rate le plus. Et là, peut-être que d'autres formes de résistance. C'est pour ça qu'ici, le fait que ce soit pour certaines colonies, un cocktail de comportement est quelque chose de très positif parce qu'un cocktail de comportement, ben, si jamais il y a des varrois qui ont trouvé le truc quelque part pour réagir différemment par rapport à la désoperculation, eh bien, il y aura un autre comportement de résistance qui va être augmenté dans nos tests, puisque finalement, on regarde plusieurs choses et ces plusieurs choses balaient large au niveau de la résistance. Il y a une hypothèse aussi qui émerge depuis quelques temps par rapport toujours sur la sélection de varroa, que la stratégie du coup de lutte systématique avec des traitements de longue durée Mhm. aurait eu un effet sélectif sur varroa Oui. euh, et a diminué son temps de phorésie nécessaire à sa reproduction. Euh, Oui, et notamment, parmi d'autres choses. Oui, oui, oui. En effet, c'est comme couper du couvain mâle qui a sélectionné des varrois qui préfèrent se reproduire dans des couvains d'ouvrières. C'est Hmm. le, c'est le même constat. Donc, ouais. Il faut éviter les produits les produits de synthèse qui causent de la résistance, évidemment. Donc ça, c'est le problème de certains composés. L'acide oxalique, à ma connaissance, il n'y a pas de résistance qui sera possible vu le mode de fonctionnement. Et il y a eu Il y avait une question en Occitanie, mais je pense que ça concerne aussi les autres régions de France. Mais en Occitanie, quels sont les éleveurs de rennes qui sont dans le projet Aristabi et où peut-on trouver des rennes F1? Alors, nous ne vendons pas de rennes dans le projet Aristabili, c'est-à-dire que on est une association, on est les apiculteurs, et pour le moment, on a demandé aux apiculteurs de ne pas vendre leur génétique comme étant résistante, simplement parce que on veut s'assurer d'avoir une communication bien en place pour que les acheteurs
de Rennes comprennent ce qu'ils reçoivent, hein. On peut acheter une reine inséminée testée, non testée, une F1 fécondée en station, une F1 fécondée simplement voilà, dans un endroit non contrôlé. Et donc, on est en train de travailler là-dessus. Donc, à ce stade, je sais qu'il y a que quelques participants qui vendent des reines inséminées de votre côté, mais à ce stade, à ma connaissance, enfin, s'il y en a, ce n'est pas vraiment par le biais, on va dire, officiel. Euh, donc, moi, ce que je proposerais, s'il y en a qui sont intéressés, ce serait plutôt de prendre contact avec nous, de venir avec une proposition de projet. Deux types de projets, soit un petit groupe de professionnels ou un professionnel bien rodé, où l'objectif n'est pas de vendre, mais de participer à la sélection et d'avoir soi-même des abeilles résistantes. Et à ce moment-là, on peut regarder ensemble et monter un projet et voir comment on peut amener la génétique là-bas ou commencer avec la génétique locale. Et l'autre possibilité, c'est d'avoir des groupes d'apiculteurs qui collaborent ensemble et qui arrivent à faire un travail plus important ensemble, en sachant qu'en théorie, on est subsidié par la région wallonne et on n'a pas vraiment beaucoup de temps à consacrer. C'est pour ça qu'on cherche l'efficacité, soit des groupes qui sont déjà autonomes, qui travaillent ensemble et où ça marche bien, où ça avance bien, où il y a déjà de l'élevage de rennes, ou des professionnels qui sont un peu dans le même cas, où on ne doit pas apprendre les connaissances, on va dire, de base en élevage de rennes. Ça, c'est important. C'est Ok. le message que je peux envoyer. Je suis désolé d'avoir pris que cette connexion. Voilà, donc par rapport au reste couvain chaud, mon collègue va bientôt se connecter. Donc si je suis brusquement déconnecté, c'est normal. Couvain chaud, fondatrice à l'intérieur. Ouais, c'est que ça peut être dû à beaucoup de choses, et notamment quand on a une forte infestation dans les colonies, ben, on commence à voir quelque chose qui pourrait être interprété pas comme du coup comme de la résistance. Il faut vraiment regarder plus en détail. Il faut pas se baser sur une ou des cellules. Voilà, si on a des virus en grande quantité, on va avoir des operculations. Souvent, ça ne suffit pas pour diagnostiquer. Je sais pas s'il y a encore une Bien. toute dernière en attendant que. Ouais, Anthony, tu as une dernière J'en question? ai plusieurs, mais Oui. Moi, ce que je propose, c'est que les questions qui restent éventuellement, on les soumette par mail. Voilà. Et Oui, on peut revoir ça ici. oui, il est 33, hein. ouais. Bon, je propose d'arrêter ici la visio, les éventuelles questions, de les transmettre à Sacha. En tout cas, je voulais vraiment remercier Sacha pour cette très belle présentation, très intéressante. Je pense que les retours qu'on a déjà sont vraiment très enthousiastes. Donc, voilà. Euh, Merci beaucoup. La présentation est enregistrée, donc bon, ça permettra à certains peut-être de revoir certains points qui sont pas toujours évidents, hein. Donc Mhm. ça, c'est C'est assez important. technique au départ, c'est un apprentissage. Nous, le message qu'on veut envoyer, c'est que c'est accessible à tous, puisque chaque apiculteur a des ruches et fait déjà une sorte de sélection. Ceci dit, en absence de subsides régional en France, on peut difficilement faire l'implémentation comme on le fait en Wallonie. C'est pour ça on va dire à l'essentiel, en disant, ben, si vous avez des projets concrets de collaboration ou de professionnels, on est ouvert à la discussion, mais c'est pas dit qu'on puisse accepter tous les projets non plus, parce que en théorie, on a des retards de travail pour la France, jusqu'à ce que la situation change, évidemment. Et que, par exemple, en Occitanie, on ait un souhait d'engager une personne qui coordonne la sélection en général et la sélection de résistance en particulier. Déjà plusieurs groupes d'apiculteurs, essentiellement professionnels, mais pas que, j'imagine, dans la région, organisés en CETA ou Mhm. en GI2E. Et pas nécessairement que sur cette sélection de comportement VSH, mais bien sûr, c'est un critère d'intérêt aussi qui fait partie de toutes ces dynamiques, quoi. Mhm. Eh ben, je les invite à prendre contact pour essayer de- que le travail soit le plus efficace possible au niveau de la sélection de résistance. Parce qu'on a maintenant quand même presque 10 ans d'expérience dans le domaine et franchement, on voit avec le projet mené à d'autres endroits, pas avec nous, qu'il y a énormément de travail qui est fait et parfois les résultats ne suivent pas du tout parce que voilà, il manque deux, trois trucs, deux, trois éléments, ça tient pas à grand-chose parfois, mais c'est important d'être rigoureux et de bien récolter les données.
Donc voilà, merci pour l'invitation en tout cas. Et je crois que Ben, mon collègue va donner une conférence, Julien, pour l'ADA Occitanie dans pas très longtemps. Donc il y aura peut-être des personnes qui vont participer aux deux. Ce sera peut-être l'occasion de poser un peu plus de questions. On va voir ça avec ma collègue Alice Rose, du coup, qui organise cette vidéo. très bien. Merci à tous Merci. d'être présents également et merci encore à Sacha pour cette super présentation. Merci beaucoup. Bonne continuation et à bientôt, hein, peut-être. Au revoir. À Et bonne bientôt. journée. Au Au revoir. revoir. Au revoir, merci beaucoup. Merci, au Merci revoir. beaucoup, au revoir et bonne journée.